Salut Philou! Coucou Marie! Ça va? Ça va toi? Oui. Ouais? Je me prépare pour la tempête de glace demain. Ah oui, c'est vrai, c'est l'ère de glace 3, 4. Ils sont rendus à quoi là? Je sais pas, je fais juste chercher mon petit gland dans la montagne. Oh, ça pourrait être interprété drôlement. Écoute, ça va être court, cette intro. C'est vrai, parce que cette semaine, c'est pas nous qui parlons, Non? c'est nous qui écoutons. Oui. Puis vous aussi. Ouais. Qui qu'on reçoit cette semaine, Marie, comme invité? Inde Fazazi, organisatrice communautaire chez l'Organisation populaire des droits sociaux, qui est un organisme de défense des droits des personnes à l'aide sociale. Ça a été une rencontre super intéressante. On a appris plein de choses sur l'historique de l'aide sociale, sur c'est quoi les limitations de ce service-là, comment ça s'organise dans la société. Puis ça aussi, c'est des choses qu'on se fait beaucoup envoyer dans la gorge en ce moment dans les médias, par les politiciens, par la classe politique, qui aimeraient bien nous faire croire que le problème, c'est entre autres les gens sur l'aide sociale, c'est entre autres les demandeurs d'asile sur l'aide sociale. Ça serait toutes ces espèces-là de sensu-là qui nous volent toute notre cash. Mais Chris, finalement, je pense peut-être qu'ils nous mentent. Ouais, je pense qu'ils nous mentent. Penses-tu? Ouais, je pense que c'est eux qui volent notre cash. Hein? Ouais. Et ça expliquerait pourquoi ils ont des beaux souliers. Vous allez vous en rendre compte pendant l'épisode, là, je fais juste péter ma coche sans arrêt, mais c'est outrageux comment moi, je veux que plus de mes impôts aillent à ces gens-là et beaucoup moins à des compagnies. Oui, mais des toi, gens- on sait bien. Hein? Pelleteuses de nuages. Pesteuse de nuages en chef. Pesteuse. Pesteuse de nuages en chef. Mais oui, effectivement, c'était super intéressant. Fait qu'on vous fera pas une longue intro aujourd'hui parce qu'on va laisser toute la place À Inde. à Inde, à ces mots-là, à ces informations-là. Et j'espère que vous trouverez ça tout aussi intéressant que nous. Alors sur ce... Il est venu le temps des monstres. Le monde va manger tous les nouveaux millionnaires. Merci à tout le monde qui nous a envoyé cette suggestion. Je vous aime. Bon épisode, tout le monde. Surtout toi. Quoi? Mais non, mais quand tout le monde l'écoute, il pense que c'est à eux, je parle. Ah oui, OK. Tu comprends? Surtout à toi. Surtout toi. Oui, toi. Je fais comme Passe-Partout, en fait. Tu sais, Passe-Partout a fait ça à la fin, là. Ouais. Et genre, toi, est-ce que t'as déjà mangé une carotte? Puis t'es comme, ouais, j'ai 43 ans, j'ai mangé plein de carottes. Hey, juste mini anecdote, pendant que j'écoutais cet épisode-là, en fin de semaine dernière, quand Julien nous a envoyé un premier montage, Ellie était avec moi, puis elle m'a demandé c'était quoi l'aide sociale, puis j'y ai expliqué, puis elle était comme, c'est pour les gens qui peuvent pas travailler. Je dis, ben, c'est pour toutes sortes de personnes, en fait. Tu vas comprendre dans la vie qu'on n'a pas toutes les mêmes conditions. Puis elle a compris. Mon enfant de 5 ans a tout à fait compris qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile puis qu'il faut les aider. Aïe, aïe, 5 ans. imagine. Faut mettre des enfants au Parlement. Ben, on leur souhaite pas, là, mais il en faudrait. Ça prend des enfants à Cube Radio. Ah non, câlisse. OK, mes mots sont déformés. Non, mais pour vrai, imagine, 2 enfants à place de Dutrisac puis Martineau. Au lieu de 2 vieux Chris. Au lieu de 2 vieux Chris, 2 petits Chris. Mm. Non, mais c'est vrai, c'est d'une tristesse quand tu réalises que les enfants ont plus d'empathie que la plupart des adultes. En fait, c'est pas d'une tristesse, c'est là que tu réalises que... La beauté de ça. Non, mais on est beaucoup meilleur que ce qu'on nous apprend à devenir. Merci, Philippe. Pourquoi on parle encore? Ouais, bye. J'avais dit qu'on parlait plus. Bonne tempête! Bye, je vous aime. C'est le temps de se présenter? Ben oui, Sure. parle-nous de toi. Bon, moi, je suis qui? Je m'appelle Hind. Je suis intervenante et organisatrice communautaire à l'OPDS, l'Organisation populaire des droits sociaux, qui est un groupe de défense des personnes assistées sociales. J'ai roulé ma bosse dans d'autres groupes communautaires avant. J'étais dans le milieu syndical puis dans la lutte étudiante aussi avant, mais je pense que c'est vraiment dans la lutte pour défendre les droits des personnes appauvries où je me retrouve le plus, même si ça fait rien que 3 ans que j'étais à l'Organisation populaire des droits sociaux. Mais c'est comme une famille. Il y a eu un article scientifique qui a été écrit il y a quelques années par un chercheur de l'UQAM, honnêtement, j'ai oublié son nom, qui parle du modèle de l'OPDS. Comme je vous disais tantôt, dans le fond, on est des militants, puis surtout des militantes. En fait, on a pris l'habitude de féminiser tous nos propos. Pourquoi? Parce que c'est qui les faiseuses d'organisations à l'aide sociale? C'est les femmes. Depuis le début, depuis les années 60, 70, c'est les femmes monoparentales au Québec qui ont créé ça. Incroyable. Puis, fait qu'on dit les militantes,
tout genre confondu. On est des militantes bénévoles et des militantes salariées. C'est ça que moi, je suis, mettons. Puis les personnes qui viennent nous donner de leur temps, on les dédommage. On leur donne pas de salaire, on s'entend malheureusement, sinon ils vont se faire couper à l'aide sociale. Je vous expliquerai tantôt pourquoi. Fait qu'on travaille ensemble dans le bureau, toute la gang mélangée en horizontalité pour aider les personnes à cité sociale qui viennent nous voir. C'est sûr, on fait de l'aide individuelle, on accompagne dans les... Je peux-tu sacrer? Oui, s'il vous plaît. En fait, c'est encouragé. Merci. Dans les dédales de l'hostie de labyrinthe que représente l'aide sociale, le ministère de la Solidarité sociale. Fait qu'on fait des rencontres là, pour comme, OK, qu'est-ce qui a chié? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rétablir la situation? Ça, au niveau individuel, les cas complexes, on va accompagner les gens de A à Z pour qu'ils se cassent moins la tête, là. Puis on Ils les viennent écoute. vous voir pour des technicalités et des my injustices et des... Ah, c'est fou. Des fois, là, c'est vraiment des détails. D'autres fois, c'est des injustices monumentales. Mais peu importe, en fait, on va écouter premièrement l'histoire des gens. C'est une place pour ça, déjà. Souvent, quand le monde y essaie d'appeler le centre de communication avec la clientèle, no shit, c'est pas là où est-ce qu'ils vont écouter ton histoire, où est-ce qu'ils vont lire ton dossier attentivement. C'est des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires, c'est des semi-fonctionnaires. Bref, puis on les écoute, on essaie de les aider avec ça. Puis c'est la porte d'entrée pour devenir membre à l'OPDS. C'est très important, en fait. C'est la porte d'entrée de la militance à l'OPDS. C'est une fois qu'on t'a aidé que t'as souvent le goût d'aider les autres. Puis c'est de même que ça tourne, puis qu'on recrute depuis 1980. Je dis ça, je n'étais pas née, là. Mais c'est ça le modèle de militance, dans le fond. Puis on fait aussi de l'éducation populaire. Moi, je suis responsable de la vulgarisation juridique. On a une expertise juridique à l'OPDS, au sens où la calice de loi à l'aide sociale puis les règlements qui viennent avec, c'est à peu près 2500 pages. C'est pas des blagues. C'est pas... C'est beaucoup d'aide, ça, quand même. Fait que là, on a pogné ça, on a transformé ça en 250 pages. C'est beaucoup, mais c'est mieux. Puis on aide le monde à comme... comprendre plus simplement cette gigantesque monstruosité qui n'est pas faite pour un cerveau humain. Puis aussi, on fait de la lutte. C'est le centre de ce qu'on fait. C'est le cœur de l'OPDS. Fait qu'on fait de la défense collective de droit. On va partout pour expliquer c'est quoi la loi d'aide sociale. On donne des formations. On fait des occupations. On fait des manifestations. C'est ça qui nous tient ensemble et qui nous donne, en fait, la joie nécessaire de continuer à faire ce qu'on fait parce qu'on ne va pas se cacher la réalité. Aussi que le monde sont de plus en plus pauvres. Le monde, ils font la file devant le local. Puis c'est dur. Est-ce que vous faites, mettons, aussi le pont entre les maudits agents fonctionnaires puis les personnes qui sont, mettons, plus capables de communiquer avec décence avec leur agent parce qu'ils sont comme soit trop échaudés, fâchés ou tristes de la communication? Est-ce que vous chargez de ça? Tout le temps. En fait, une des premières affaires qu'on fait faire, c'est tu signes un document de procuration. Puis c'est là où on voit les préjugés de marde. C'est que quand un intervenant ou une intervenante appelle à l'aide sociale, il te parle, des fois, souvent comme un être humain, mais si tu es un assisté social, souvent, ils vont te traiter comme de la merde. Fait qu'on remplit un document de procuration, puis on va faire de la médiation pour que le dossier soit traité. C'est une des choses principales que les intervenants ils font à l'OPDS parce que, ben, ça fait avancer le dossier. Le monde qui vient nous voir, des fois, ils ont des problèmes de santé physique, mentale, des enjeux de littératie, ils ont de la difficulté à lire, à écrire, à s'exprimer. Il y en a qui ont des déficiences intellectuelles. Il y en a qui sont juste vraiment PTSD. Puis que si tu te fais parler bête une fois par un agent, c'est fini. En plus, il n'y a plus d'agents attitrés. Dans le fond, ils ont mis en place un projet qui s'appelle Unir. C'est un... Ça sonne déjà tellement Nous, on mal. appelle ça désunir, pour rire. Parce que, en fait, l'idée, c'est de simplifier le service. Mais c'est pas ça, en fait. Ils ont aboli les agents attitrés. Pour faire simple, avant, t'avais... Mettons, toi, Marie-Hélène, t'es à l'aide sociale. Chaque fois que t'appelles au centre de communication avec la clientèle, tu dis « Salut! » Puis c'est Josette, qui habite elle aussi à Montréal, qui connaît ton dossier, qui va te rappeler pour X parce qu'il y a une mécompréhension, parce que, je sais pas, moi, t'as une dette puis tu comprends pas elle vient d'où. Toi, t'as connais Josette, tu vas l'appeler puis bon, des fois, c'est pas les meilleurs, mais au moins t'as connais puis tu vas nouer un lien de confiance at some point. Mais là, non, ils ont décidé qu'il allait avoir un bassin de tâches qui allait être provincial, puis c'est une gestion des appels qui est
général. Fait que quand t'appelles, mettons, de Montréal, tu peux tomber sur un agent, une agente de Chibougamau, la Côte-Nord, peu importe. La personne, elle te connaît pas. Elle t'a jamais parlé. Elle connaît pas ton dossier. Et chez eux, en télétravail, puis elle va regarder ton dossier en diagonale. Mettons, toi, t'as vécu de la violence conjugale, t'es PTSD, du trafic humain, whatever, c'est de la merde. T'as pas le goût de raconter ton histoire pour la 40 millionième fois, ben, ils vont te la demander, ton histoire, encore une fois. C'est fucking retraumatisant pour les gens, ils nous le disent souvent. C'est pour ça que quand on fait de la médiation, c'est utile, parce que, ben, nous, on va pas s'effondrer en larmes au téléphone, puis perdre l'attention de l'agent qui s'en calisse, en fait, puis qui va juste vouloir rentabiliser les appels puis raccrocher s'il ne catche pas immédiatement c'est quoi l'enjeu. Toi, tu le sais pas c'est quoi leur crise de jargon. Fait que tu vas t'exprimer dans tes mots en braillant. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça crée encore plus d'éloignement entre le monde qui ont besoin d'aide dans l'aide sociale puis les fonctionnaires du ministère de la Solidarité sociale. C'est là où nous, on embarque pour essayer de, je sais pas, faire le pont, mais en même temps, on n'aime pas tant ça. On veut redonner du pouvoir au monde. Fait qu'on offre maintenant une nouvelle formation spéciale prestataire. C'est nouveau. Pour vrai. Après Unir, on était comme... C'est fini. Avant, les gens étaient quand même capables de parler à leur agent puis de dealer leurs problèmes en toute autonomie. Nous, notre but, c'est d'autonomiser les gens, briser les préjugés pour que les agents, ils vulgarisent puis ils parlent au monde. Fait que là, notre formation de vulgarisation pour les personnes prestataires, on leur donne plein de trucs, comme de one-on-one, pour essayer de convaincre les agents de les écouter, de prendre leurs problèmes au sérieux. C'est pas possible pour tout le monde, évidemment, là. Mais on veut qu'il y ait ça. Quel monde, quand même. C'est fou, quand même, qu'on ait besoin de faire ça pour que la personne elle puisse être écoutée au téléphone. L'autre affaire, c'est que il n'y a pas le sentiment de responsabilité. Tu sais, avant, les agents, ils avaient un profil un peu social. Aujourd'hui, non. Il y a un énorme roulement de personnel. Puis, honnêtement, ces gens-là, je le dis vraiment de même, parce que je me reconnais pas en eux. C'est comme la police. On peut bien dire qu'il y en a 2 qui sont bons, mais... Eh oui! Sérieusement! Fait que, on le sait pas trop, eux autres, c'est quoi leur formation. Ils vont s'en aller dans 2 mois de toute façon, puis ils vont pas prendre responsabilité. Fait que, mettons, là, toi, tu veux ton chèque d'aide sociale. Ça fait un hostie de bout que t'as été coupé, t'as pas d'argent, t'as pas le moyen de payer ton loyer. Souvent, il va s'en colisser. Tu sens pas qu'il y a de l'empathie. Puis quand tu vas appeler pour essayer de parler à cette personne-là, il va dire, ben, il n'y a plus d'agent attitré, vous savez, c'est pas ma responsabilité. Fait qu'il se pitch ça comme une balle de ping-pong. Puis là, t'es comme, fuck. Fait que ça rallonge notre travail à nous autres, les intervenants sur le terrain, pour régler les enjeux. Parce que c'est la faute à personne. Dans le fond, ça n'a jamais bien été, mais là, c'est pire que pire depuis désunir. En fait, là, la question que je me pose, c'est, mettons cette réforme-là, est-ce qu'il faut voir ça comme un peu ce qui se passe partout, c'est-à-dire une tentative de sabotage de l'intérieur, de rendre les services moins utilisables, c'est comme plus difficile à atteindre pour justement rendre ça plus dur d'avoir des services, puis après ça dire, vous voyez, ça marche pas, là, de toute façon. On dirait que c'est ça toujours la volonté en ce moment des services publics, c'est de les rendre moins efficaces, justement en dépersonnalisant. Là, c'est comme si t'appelais chez Vidéotron, finalement. Là. Tu te ramasses qui sait pas que ça fait 4 fois que t'appelles parce que ton routeur pète, puis qu'on recommence du début. Sauf que là, le routeur, c'est ta vie, puis toi, t'es panique, puis là, la personne à l'autre bout, elle a, une formation qui est probablement de rester straight. Exact. Alors que vous donnez des formations aux gens pour rejoindre la personne qui essaye de rester straight face à toi. Tu sais, c'est comme un serpent qui mord sa queue. C'est l'expression 100%. De l'année. Là, mais... Et Philippe, il a raison. En fait, c'est exactement... Mais c'est pire. Parce que, pour la petite histoire, là, dans la vie, mon père, il est fonctionnaire. Puis, j'y ai montré le projet Unir parce que l'année passée, on a eu un document que le ministère nous a envoyé pour nous expliquer la style de réforme de ressources humaines. Il a vu ça, puis il était comme « Non, ça fonctionne pas. » Genre, j'ai expliqué, là, il connaît ma job, tu sais, j'en parle souvent. Il a lu la réforme, puis il était comme, hey, je sais pas c'est qui, les chefs d'équipe ou les gens en haut qui ont décidé de cette affaire-là, mais ça fait aucun sens avec le type de personne. Avec une clientèle c'est que ça fait du sens si tu te mets dans leurs souliers puis que tu comprends ce qu'ils essayent de faire. C'est loin, là. Puis c'est la même affaire. Honnêtement, ça fait un bout que notre douce ministre Chantal Rouleau... Ça, c'est la ministre qui adorait la veste de la pauvreté, là. Plus on a ça, plus ça s'alourdit, en fait. Ça donne le goût de s'effondrer à terre. J'aurais juste le goût de me coucher puis pas me lever. Je me sens un peu comme oppressée.
La veste lourde, la pauvreté. On en a ri dans un épisode de Hey. ça pendant 15 minutes. Je voulais On essayer était la veste. scandalisés. Veux-tu me niaiser? Ça a coûté 170 000 faire cette Elle aurait pu nous campagne-là. le donner. On l'aurait pris, on aurait engagé quelqu'un d'autre, ça nous aurait aidé avec le burn-out. On pourrait leur Euh, préparer les souliers de la honte. eux autres. Deux blocs de la ciment couche. qui sont pas capables d'avancer, là, mais... Non, mais c'est très... Là, juste, parce que tout ce qui se dit est super intéressant, mais tu nous as envoyé un document. Ouais. Puis le document commençait avec une petite historique. Sure. C'est juste que là, on Puis- avait embarqué ouais, Non, là-dessus. effectivement. Mais j'ai trouvé ça intéressant Ouais. parce que moi, je connaissais pas tant, puis je pense qu'on est plein de monde à pas tant savoir des fois d'où ça vient, ces programmes-là, comment ça s'est développé. Puis je trouve que c'est quand même toujours un bon point de départ pour essayer de comprendre où ce qu'on a en 2026, mais d'où ça a commencé, comment c'était, puis comment ça a changé. Fait qu'on peut-tu faire juste un petit tour d'horizon Oui. de l'historique? Je vais faire vraiment un historique rapide Oui. avec les highlights. Les highlights, j'aime ça. En 1937, c'est le début de ce qu'on appelle l'encadrement un peu plus législatif des aides pécuniaires ou financières à la population. Mais ça reste quand même la charité, mettons. Parce que, tu sais, à l'époque, c'était un peu ça. C'était pas mal l'Église, puis tout ce qui était religieux qui lidait l'aide à la population. Là. Mais c'était un peu plus encadré législativement à partir de 37. Mais comme si dans ton quartier, dans ta paroisse, mettons, tu sais, je sais pas, là, tu manquais de linge, là, il s'occupait de tout, il amenait du linge, puis il faisait ça, mais c'était comme décentralisé, un peu, c'était décentralisé, l'Église là. qui décidait de ça. C'était l'Église, mais ça pouvait être à haut niveau, à bas niveau, Ouais. ça peut être partout, ça peut être des particuliers. En fait, l'État n'était pas impliqué vraiment là-dedans. À partir de 37, même si ça a une connotation religieuse un peu, c'est l'État qui a commencé à faire ça. Puis, il y a un truc qui s'appelle la loi de l'assistance aux mères nécessiteuses qui est adoptée. Puis, ça me fait penser à la même époque en France aussi, c'est ça qu'ils ont mis en place. C'était pour éviter les abandons d'enfants. Puis, l'idée, c'était de venir en aide aux mères chefs de famille. C'était vraiment des conditions restrictives. Fallait que t'aies vraiment une couple d'années que t'es au Québec. Fait que si t'étais une mère chef de famille immigrante, je pense qu'il fallait 7 ans au Québec. Le temps de mourir, finalement. Ouais, ben il fallait aussi que tu aies réussi à obtenir ta citoyenneté britannique, parce que c'était ça à l'époque. Puis, comble du préjugé, moi, ça m'avait pété la tête quand j'ai appris ça. Fallait que tu reçoives 2 certificats, un d'un chef du culte, on s'entend catholique ou protestant, et l'autre d'un notable. Fait qu'il fallait que tu connaisses, genre, un notaire, un avocat, un médecin, Un riche. quelqu'un qui vouch for you, Quelqu'un qui a une calèche, là. puis un chauffeur payé. Quelqu'un Genre, ouais. qui peut te violer pour te signer ce papier. 100%. Fait que les autres, il fallait ouais. qu'ils disent oui, cette personne mérite de l'aide, mettons. Ouais, sinon tu l'avais pas. Mais c'est Wow. encore un peu de même, mais... Ah ouais, c'est encore un peu de même, sous forme différente. Ouais. Le petit gain qui a eu lieu, c'est en 69, c'est la première loi de l'aide sociale où est-ce que techniquement, c'est plus régi par la charité, mais plutôt par le droit social. Et ça abolit les programmes catégorisés, genre chef de famille, nécessiteuse, puis tu sais, il y en avait d'autres, là. Ça a comme rassemblé. Ça a rassemblé les mini programmes qu'il y avait. Les hommes y avaient accès maintenant, donc. Ben, il y avait accès aussi les hommes avant. Entre 37 et 69, il y en avait d'autres petites lois comme ça, par catégorie, qui avaient été mises en place. Mais dans le fond, ce qu'ils ont fait en 69, avec ce qu'on appelle le Bill 26, c'est qu'ils ont rassemblé ça avec une autre perspective, en fait, celle du droit social, ce qui signifie qu'il y a un seul programme global d'aide sociale, tu as le droit à l'assistance sociale. C'est comme, ceci est un filet social, puis toutes les personnes qui sont sans ressources, techniquement, y ont accès. Puis là, est-ce qu'il faut crier victoire? Oui puis non, parce que c'est encore pas suffisant. Même s'il y a une espèce de changement de paradigme, les gens de l'aide sociale crèvent encore de faim, puis ils commencent à s'organiser. On dirait que le fait que ça aille du giron de la charité vers la loi, bang! Les personnes à cité sociale, ça commence à bouillir, puis à s'organiser, à s'empowerer entre eux, puis dire, ben tabarnak, on n'est pas né pour un petit pain. Vous voulez nous garantir de quoi remplir nos besoins pour de vrai, quelle que soit la raison, ben faites-le. Mais ça, quand même, si c'est en 69, le Bill 26, il faut donc comprendre que c'est comme un leg de la Révolution tranquille. Exactement. Une des choses qui a été instaurée, puis qui a comme rassemblé, justement, Les classes sous la populaires. même loi, tous les gens qui avaient besoin d'aide sociale. C'est ça l'idée, mettons. C'est ça de l'idée, ouais. Puis je lisais tantôt, puis là, peut-être je me trompe Ouais. parce que je suis pas devant moi, là, mais qu'à la base, ça correspondait à comme 200 quelques dollars par mois, je pense. Mais si on le met en argent d'aujourd'hui, je disais que c'était autour de 1300 dollars par mois. Donc, si je comprends bien, plus d'argent qu'aujourd'hui. 100%, ça l'a baissé.
depuis 1970. L'aide que les personnes reçoivent, même si c'est indexé de genre des peanuts à chaque année, là, le chèque d'aide sociale, ça l'a baissé en argent constant. C'est ça l'affaire. Ben, c'est juste une ligne qui descend. C'est une ligne de même. Ouais. Avec la hausse des loyers, avec la hausse du coût de la bouffe, comme post-pandémie, puis tout. Avec l'inflation, juste. C'est l'enfer. Ouais. Fait que c'est un appauvrissement systémique, là, puis on va pas se mentir, il est voulu. Puis ça a commencé dès 70. On dirait, dès qu'ils leur ont donné des miettes de pain en 69 avec le Bill 26 aux personnes à cité sociale, ils ont commencé à back-off, tranquillement. C'est qu'ils n'assument pas le fait qu'il y a des droits inaliénables de recevoir un service, qui que tu sois, mettons. C'est la même chose pour le montant du chèque. Le Bill 26, il a donné de l'espoir au sens où c'était comme une philosophie morale qui dit, t'existes, tu respires, voici de quoi survivre en ce monde difficile. Puis après, on fait « Ah, non ». Puis on va sous-diviser. Personnes handicapées, long terme, court terme, toutes ces affaires-là, right? Que ça, c'est la passion du gouvernement, créer des catégories de pauvres pour les pitcher les uns contre les autres. Puis des fois, ils réussissent. Puis nous, on lutte activement contre ça pour créer de la solidarité de classe, parce que c'est ça qui va faire qu'on va gagner. Puis ça a commencé dans les années 70. Il y a eu ce qu'on appelle les avocates populaires qui se sont rassemblés puis ont créé l'ancêtre de l'OPDS qui s'appelle l'ADDS-MM, donc l'Association de défense des droits sociaux Montréal métropolitain. Ça existe encore aujourd'hui. Dans le fond, je vous raconterai pas le détail, mais l'OPDS et l'ADDS ont scissionné à un moment donné pour certaines raisons. Mais à l'époque, on était une seule grande organisation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, le gouvernement il a décidé que, vu qu'il y avait un chèque d'aide sociale, il allait arrêter de payer les taxes d'eau pour les personnes qui sont assistées sociales puis pauvres. Oh my God! Et c'était cher en esti. Pour vrai, je vous montrerai des chiffres en 73, ça? Oui, au début des années 70. Et ça a fait un grand coup. Des fois, là, c'était le coût du loyer. C'était insensé. La taxe d'eau, on la paye pas! La taxe d'eau, on la paye pas! Forget paye ta dette! Forget paye ta dette! Le 8 on l'a mangé! Le 8 on l'a mangé! Puis, dans le fond, c'est la plus grande lutte, celle qui a vraiment créé le mouvement des personnes assistées sociales qui est né. Ça a duré 10 ans. 10 ans! Puis ils ont tenu, là. Comme, c'est plus comme les petites luttes fugaces là, de 6 mois, puis ça a fini. 10 ans d'organisation puis de solidarité. Ça a l'air que gens, ils brûlaient leur compte de taxes dans des poubelles. Ouais. Tu sais, c'était comme... Eh oui, les gens, ils faisaient ça. Puis, oubliez pas qu'à l'époque, une personne assistée sociale était hautement stigmatisée. Comme je vous ai dit tantôt, c'était surtout des femmes mères de famille qui connaissaient rien d'autre que leur cuisine dans la vie. Puis qu'elles ont commencé à lutter, puis à se mobiliser, puis à venir avec leurs kids dans la rue, mettre le feu à leur bill de taxes d'eau en criant dans les espaces publics. C'était fou à voir, là. En vidéo, c'est vraiment sidérant parce que c'est un modèle de militantisme qui était très peu connu à l'époque. Parce que c'est la première fois que les gens étaient comme « Hey, pour de vrai, non. » Tu sais, on a un levier, là. À la ville, là, on la paiera pas, le petit taxe d'eau. Fuck you, puis nous, on brûle nos bills. On devrait Comment ça a faire été avec nos reçu, ça, loyers. dans la population? Ça a-tu été beaucoup réprimé par la police? Y a-tu du monde qui se sont fait arrêter? Il y a eu de la répression. C'est sûr que c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, là, mais il y a eu quand même de la répression. Mais ce qui est drôle, c'est qu'avec le temps, puis l'acharnement, puis la résistance, puis la résilience, le monde, ils ont commencé à se mettre du bord des personnes à cité sociale. Il y a des gars d'Hydro qui se sont mis à faire du sabotage. Wow. Qui était comme, moi, c'est pas vrai que je veux couper l'eau à une famille monoparentale parce que ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas payé leur bill. C'est Non. essentiel, tu sais, je veux Ouais. dire, c'est la... Puis il y en a tellement qui le faisaient, ils pouvaient pas l'éclairer, là. Il a commencé à avoir, en fait, de la solidarité populaire, puis ils ont gagné. Ça a pris 10 ans, mais ils ont gagné. Puis même s'il y a eu beaucoup de répression, le monde, il s'y tenait. Il y a eu la fondation du Front commun des personnes à cité sociale, dont on fait partie puis qui existe encore aujourd'hui. Mais il y avait un fuck all par rapport à ça à l'époque. C'était un mouvement 100% par et pour les personnes à cité sociale. Puis c'est ça, c'est parce que c'est dur à imaginer aujourd'hui, même s'il y a encore plein de préjugés et de stigmatisation, t'étais vraiment la lie de la terre quand t'étais sur l'aide sociale, là. Les gens se tassaient de toi dans la rue, là. Ben oui, t'étais un pestiféré, là. On voulait rien avoir à faire avec toi. T'étais juste un paresseux, crotté qui reste chez eux puis qui fait rien. Fait que le fait que ensemble tu crées vraiment une conscience de ton pouvoir, de ton levier, de ton rapport de force,
Ça a été vraiment quelque chose de très, très fort. Puis 2 affaires qui ont encore plus renforcé ça dans les années 80, c'était la lutte des jeunes. En fait, il y avait vraiment beaucoup de chômage dans les années 80, puis le chèque d'aide sociale, il était du tiers du montant pour les moins de 30 ans. Puis si tu faisais pas un programme de workfare, C'est quoi Workfare? c'est que dans le fond, c'est pas vrai qu'on va te donner ton chèque d'aide sociale parce que tu existes puis tu respires. En fait, il faut que tu le mérites. Bien Il faut sûr. que tu fasses plein d'efforts puis que tu montres que tu es un bon aspirant travailleur. Fait que dans le fond, si tu avais moins de 30 ans puis que tu réussissais pas un programme d'employabilité, ben tu avais le chèque entier seulement. Puis là, j'étais comme, c'est parce qu'il n'avait pas de job non plus. Il n'y avait rien à faire. Comment tu voulais réussir ton hostie de programme? Fait que la plupart des jeunes, ils crevaient de faim. Il y en avait beaucoup en situation d'itinérance. C'était vraiment de la merde. Mais le mouvement étudiant était très présent à l'époque. Le mouvement des assistés qui avait commencé à s'organiser, puis ils ont fondé le mouvement RAGE. Le regroupement autonome des jeunes qui avait été mis en place dans le cadre de l'Année internationale de la jeunesse, entre autres, spécifiquement pour regrouper les jeunes, pour se mobiliser, pour changer les structures actuelles, dont l'aide sociale. La fondation du RAGE, c'était au fond d'assurer un revenu décent pour les jeunes. Ça voulait dire la fin de la discrimination dans l'aide sociale, l'augmentation du salaire minimum, aussi un programme de bourse pour les étudiants et les étudiantes. Évidemment, celle qui était la plus criante, qui était la plus difficile, c'était celle des jeunes qui étaient sans emploi puis qui survivaient grâce à l'aide sociale. On se disait, on va prioriser cette lutte-là. Parce que c'était inacceptable de laisser les jeunes dans la rue. On avait fait une occupation du Bureau de travail Québec. On couchait là. On se met sur le trottoir de jour. On dit nos revendications, on chante des chansons. Pour nous, c'était motivant. Il y avait les actions coup de poing. On est allé occuper le tour de la bourse. Ça a eu un écho incroyable parce que les gens à la bourse ont réagi de manière extrêmement agressive. Ils ont vraiment eu beaucoup, beaucoup de solidarité, puis ils ont gagné. Il y a eu un changement de gouvernement, puis quand les libéraux sont rentrés tout de suite, ils étaient comme « OK, nous, on veut pas de merde. On va enlever le petit chèque. Il y aura plus de... » Juste normaliser. Il y a plus Juste d'affaires de normaliser, 30 ans. plus d'affaires d'âge, là. Ouais. Puis après, l'autre grosse lutte, moi, personnellement, c'était celle qui m'avait le plus scandalisée. C'est quand j'ai immigré au Québec, c'est une des premières affaires que j'avais entendues. Ma mère, elle a longtemps travaillé à Service Québec. Donc, il y a des gens à l'aide sociale qui transitaient par où est-ce qu'elle travaillait. Puis, il y avait des enquêteurs qu'on appelait des boubous macoutes. Les boubous macoutes, là, c'est des enquêteurs qui rentraient chez le monde à l'aide sociale pour checker WhatsApp. C'est-à-dire, il y a vraiment beaucoup de restrictions. Il faut que t'aies moins que X dollars dans tes poches, dans ton compte, pour pouvoir avoir le droit de recevoir de l'aide sociale. Il faut que, mettons que tu es une personne célibataire, tu prouves que tu es une personne célibataire. Si tu es un coloc, ils vont essayer de te marier avec. Surtout si c'est un homme. Tabarnak! No shit! Imagine te faire marier, faire un agent Fuck du ouais. gouvernement Ils qui font rentre ça chez vous. perpétuellement, même aujourd'hui. Mais là, à l'époque, ce qu'ils faisaient, mettons, moi, je suis à l'aide sociale, OK, puis j'habite avec toi, Phil. Puis on sort pas ensemble, là. Mais comme, c'est juste, t'es mon coloc, On fait parce que juste c'est partager un cher, logement, hostie, puis on s'entraide, puis c'est la vie. C'est ça, la solidarité. Ah ouais. Là, on est dans les années 80. Moi, j'ai peur. Toi, t'as peur de se faire couper notre chèque. Il y a un boubou macoute qui rentre chez nous, il frappe à la porte, il dit « Je vais te couper ton chèque si tu me laisses pas rentrer. » Là, il rentre. Là, il fouille. Là, il check si on dort dans le même lit. Si t'as de la dilapidation de fait, genre si t'as des divans en cuir. Il check si y a des bottes d'homme chez nous, si t'es mon chum, si j'ai des bobettes à toi dans mes tiroirs. C'est vraiment du harcèlement. Il y a eu des agressions sexuelles, big time, puis des femmes qui n'ont pas dénoncé parce qu'ils avaient peur de se faire couper par le boubou macoute. Il regardait si t'avais genre des bijoux de famille, tu sais, parce que t'as un montant maximum d'avoir précieux que t'as le droit d'avoir, sinon ils te coupent. C'était vraiment l'horreur. Si un boubou macoute vient frapper à ta porte, n'ouvre pas, surtout n'ouvre pas. Le terme boubou macoute est apparu dès le départ. Il semble que ce soit un fonctionnaire d'un bureau de l'aide sociale qui a utilisé ce terme-là. Boubou, ça fait allusion à Bourassa, qui était le premier ministre à l'époque. Macoute, c'est les tontons macoutes qui avaient été à l'œuvre sous Duvalier en Haïti et qui exerçaient l'intimidation, le harcèlement et la répression des opposants au régime.
C'est tellement particulier, ça, parce que c'est quand même quelque chose qui reste souvent l'espèce d'idée de fouiller dans le portefeuille des pauvres. Tu sais, de la même façon que 2 fois par année, le Journal de Montréal publie un article pour dire comme « Hey, saviez-vous que les gens qui quittent font 200 $ par jour? » Puis là, le monde n'en revienne pas. Puis c'est comme si on était prête, avant de donner 2 piastres à quelqu'un qui a rien, de checker combien il y a, lui, dans son portefeuille. Mais quand c'est le temps, par exemple, de subventionner Nordvolt, du monde qui sont milliardaires, là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette vision-là de rentrer dans les bureaux et de dire « Hey, vous autres, là, combien d'usines vous avez? Puis combien d'acquis? Puis combien de... » Non. Puis ça, le c'est paradis correct. fiscaux, puis... Oh Tout my ça. God, oui. Mais les pauvres, on est prêts à les compter leurs 10 cents dans leur tiroir à bobette pour faire « Oh, excuse-moi, toi là, t'as-tu 2 piastres que t'avais pas dit que Puis ça t'avais? » n'a pas changé. Les C'est personnes fou, à l'aide ça. sociale, leur compte est checké. Il est puis- checké régulièrement. Il faut qu'ils fournissent des preuves de compte bancaire pour qu'ils puissent regarder à la scène près qu'est-ce que tu possèdes. Ça existe encore, les enquêteurs. C'est du Hein? harcèlement. C'est là, juste tu sais. que dans les années 80, Aline Gendron, une des fondatrices de l'OPDS que j'aime profondément, est allée en cour supérieure contre le ministre de la Justice à l'époque pour dire « Hey, vous êtes pas la police, vous avez pas de mandat de perquisition, fuck you, vous pouvez pas rentrer chez les gens de même puis les intimider », puis elle a gagné. Wow. C'est une de nos grandes fiertés. Puis là, tu peux plus faire ça. Il y a personne qui peut te couper ton chèque parce que tu l'as pas laissé rentrer chez vous. Par contre, les enquêteurs, ils peuvent aller quand même voir tes voisins, l'épicerie du coin, appeler ton patron ou ton proprio pour dire « Hey, eux, là, ils sortent ensemble? Puis Ils avez-vous sais-tu vu quoi? s'embrasser? » Blablabla. Pourquoi? Parce que un chèque de couple est vraiment plus petit qu'un chèque individuel. Je m'explique, c'est que moi, mettons, si je suis célibataire, j'ai un chèque de 845 $ par mois. Wouhou! Mais si je sors et j'habite avec Phil, il va être de 1113, Excuse-moi, je Pour pense. les deux. Pourquoi c'est pas avec moi que tu sors? Je puis peux sortir avec toi aussi, tu Non, sais. non, là, moi, je veux être l'exemple dans tes exemples. OK? Parfait. Puis, de toute façon, ils vont marier n'importe qui, quel que soit leur genre, je veux juste vous le dire. Même avec l'avancée des luttes LGBTQ, puis communauté dont je fais partie, by the way, maintenant, en fait, ce que ça l'a fait, c'est juste, peu importe avec qui t'habites, ils vont essayer de nous marier. Débile. En fait. Qu'on sorte ensemble ou pas, dans la réalité, ils vont appeler le proprio pour voir si le jour de la signature du bail, on s'est embrassé devant lui, histoire pas que, sérieux. au lieu que moi puis toi, on reçoive chacune 845 parce que les deux, on est sur l'aide sociale, ben on va recevoir un chèque moindre Puis- parce qu'on fait des économies d'échelle, comme une entreprise, l'entreprise de notre couple. Mais juste savoir, mettons, est-ce que ça se passe sous format d'enquête, ça, ou c'est littéralement, on va se fier au proprio, on peut mettre au dossier, le proprio a dit, ils se sont embrassés, il n'y a pas d'enquête, là, on passe pas devant un juge de whatever. Non, c'est comme, l'épicier nous a dit qu'il se tenait à la main, fait que c'est réglé, c'est c'est- tout. Il y a dû avoir plein de mensonges juste dans ces dossiers-là. Tu sais, eux autres, faut juste oui. écrire, quelqu'un a dit de quoi. C'est même pas juste les agents, c'est que il y a des guerres de classe entre ces gens-là. Exactement. Ils se stoulent. C'est ça que ma mère, elle me disait à Service Québec. Ma mère, c'est une alliée, fait que quand il y avait des appels de délation, elle raccrochait. Elle était Oh, comme, mon non. Dieu. Mais des gens appelaient pour se stouler, comme, hey, justement, les deux filles à côté, là, ils sortent ensemble, vous devriez les couper. Comme j'ai dit tantôt, ce qui me tue, c'est qu'ils pitchent les gens les uns contre les autres pour briser la solidarité. Ah, comme dans Puis la ça société. marche et ça me tue. Fait que des fois, c'est faux. Nous, notre job à l'OPDS, notamment, c'est de démarier les gens. On fait des recours. Un des accompagnements qu'on offre, c'est tu peux venir nous voir, dire ils nous ont mariés, je vais perdre une partie de mon chèque. Pouvez-vous nous aider? Fait qu'on fait un recours. On dit c'est pas vrai ce que l'épicier a dit. C'est pas parce que tu as partagé la facture d'épicerie que tu sors avec la personne. Puis souvent, on gagne. C'est juste que eux, ils vont pas faire d'enquête formelle devant un juge ou quoi, là. C'est discrétionnaire. Ça, c'est le terme à se Mais souvenir. c'est tellement Ils ont fou trop que de ça pouvoir, existe. Inde. Ils ont beaucoup trop de pouvoir. Puis les agents, en fait, ils peuvent jouer à la vie, à la mort, si la personne veut conserver son logement ou ne pas pour le conserver. J'ai juste un statement, puis je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça doit coûter cher en tabarnak, ces agents-là. Ça fait 80-90 000 par année et plus, avec des retraites puis des fonds de pension. Et si on les coupait tous, on donnait 2 000 $ par mois à tout le monde, et même, je dirais, 3 000 $ par mois à tout le monde, ou un revenu minimum garanti, puis on leur crisse la paix. Je suis-tu comme en train de pelleter des nuages? Oui, mais c'est bien de pelleter Non, du Je veux dire, nuage. je trouve ça débile. C'est C'est des bons nuages. du micromanagement, c'est du C'est du harcèlement. harcèlement, puis c'est du bris de vie privée. C'est une des choses qui a lié les personnes à cité sociale à la base des années 70. C'est comme, il y a personne qui va tolérer ça dans la société. Il y a personne qu'on va laisser, en fait, se faire gruger sa vie privée comme ça. Mais vu que tu es une personne à l'aide sociale, tout le monde s'en fout qu'on rentre comme ça dans ton quotidien, là. Je vous donne un exemple. Une personne peut pas ramasser de l'argent pour survivre. Exemple,
il y a un mois ou deux, tu décides, you know what, fuck tout, je vais me priver à fond, mais je dois ramasser de l'argent pour m'acheter un frigo usagé. Ouais. Puis comme, toi, là, mettons, tu veux faire ça, Marie-Hélène, tu le fais, parce que c'est ta vie. Mais là, j'ai déjà eu un petit monsieur, je me rappellerai, ça m'a fendu le cœur en 1000 morceaux. Il voulait juste s'acheter une laveuse sécheuse, OK? Pendant 1 an, il s'est privé d'Internet, puis de téléphone, puis de tout, parce qu'il voulait vraiment une laveuse sécheuse, parce qu'il était tanné d'aller au lavoir fuck loin à pied. Puis, à Manny, il vient en pleurant à notre local parce que il y a une dette. L'aide sociale lui réclamait, je sais pas moi, 800, 900 piastres. Parce qu'il s'est accumulé de l'argent dans son compte. Puis là, il était comme, je comprends Ils ont vu son compte Ils ont vu son compte, puis il était comme... Mais c'est quoi cet argent-là? Là, on s'entend, on parle pas de gros montants. Là. C'est pas comme il a pas ramassé 75 000 Mais entre même deux s'il sides. avait ramassé 75 000... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est jamais le cas, clairement. Là, c'est pas possible, là, genre, Fait que t'as pas le physiquement. droit d'améliorer tes conditions de vie. C'est pas possible à part si tu le crises dans un REER parce que tu as un héritage, ce qui arrive rarement, mais ce qui arrive. Mais ça, c'est des exceptions. Dans la réalité, mettons, ce monsieur-là, vu que les agents d'aide sociale, à chaque fois qu'ils essayaient de les appeler, ils comprenaient rien de ce qu'ils disaient puis ils étaient pas aidants, ben ils lui ont pas expliqué qu'il pouvait pas faire ça parce qu'il avait le droit à un maximum sans quoi il était coupé. Il a le droit à ce qu'on appelle un compte de développement individuel. Si, genre, il l'avait écouté puis qu'il l'avait informé, il lui aurait dit qu'il peut ramasser jusqu'à 5 000 $ pour un projet personnel. Puis que là, il aurait dit « Bonjour, je vous demande l'autorisation de ramasser du cash pour m'acheter une laveuse sécheuse. Je peux-tu? » Puis là, il aurait dit « Oui. » Puis là, il aurait pu crisser le cash là-dedans pour ça. C'est complètement... Mais il faut que ça soit comme vraiment pour ça, il faut qu'il garde les factures, hein? Parce que s'il est désorganisé, le monsieur, il a des problèmes de santé mentale ou juste la vie, puis qu'il est père, il est dans l'hostie de merde. Fait que c'est ça, le monsieur... C'est même patronisant aussi. Il a des dettes, puis il paye genre 112 $ par mois pour rembourser ça avec roulement de tambour, 10% d'intérêt. Ah, mais ils sont malades. Fait que tu sais, t'as beau appeler ça l'aide sociale, c'est pas ça que c'est dans le fond. Non. Hey, comme on disait, en fait, les thèmes sont importants. Le vrai nom, là, c'est l'aide financière de dernier recours. Ouais. Fait que pour vrai, ils vont gratter, là. Genre, c'est de dernier recours. Les agents, comme disait Marie-Hélène tantôt, la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin d'autant. Pantoute. Moi, j'embarque 100% là-dedans parce que c'est surtout un appareil de surveillance. Mais ça sonne comme si je faisais un doge, là, mais c'est pas ça l'idée, c'est juste... Non, on a le droit d'être de gauche puis de trouver qu'il y a trop de fonctionnaires. Mes 2 parents étaient fonctionnaires. Je trouve ça utile, les fonctionnaires, quand ils font bien leur travail, esti. Mais là, la vérité, c'est que c'est un appareil de surveillance d'État qui est carcéral parce que même le vocabulaire qui est utilisé, c'est un vocabulaire de surveillance et d'enquête. Sans juge, sans rien, là. Tu sais, c'est juste... Très dangereux. On s'en crisse parce que c'est des personnes à cité sociale. Fait qu'à part la première ligne qui est, ben nous autres, les groupes d'aide à la défense des personnes à cité sociale, il y a rien. Il y a quelques avocats nice avec qui on collabore, qui sont encore des avocats populaires. Mais moi, je suis une juriste populaire, mettons. On est là pour ça. Mais c'est pas la job des agents. On dirait que c'est plus leur job de faire ça pour protéger les gens. Eux autres, c'est de s'assurer que l'argent que l'État donne aux pauvres prestataires, c'est vraiment le dernier recours. Par exemple, moi, je divorce avec quelqu'un, quand il est kid, puis je suis sur l'aide sociale, ben l'agent, sa job notamment, c'est de m'obliger à poursuivre mon ex pour la pension alimentaire. Ouais. Parce que ils te laissent pas le faire à l'amiable, ils haïssent ça à l'amiable parce qu'ils peuvent pas voir combien d'argent rentre pour toi. Exact. Est-ce que j'ai haï? C'est horrible. Imagine, moi, ce gars-là, il me battait, je sais pas, whatever. Ben, il faut que je le poursuive absolument, même si lui aussi est sur l'aide sociale puis il n'y a pas une scène qui l'aborde. Même si ça te met plus en danger. Ah, mettons. ils s'en foutent Ouais, royalement. C'est ça. Il faut que tu le poursuives parce que eux, s'ils peuvent s'économiser ce cash-là de ton chèque, ils vont le faire. Donc, vous voyez un peu l'image de comment ça fonctionne. L'idée, c'est vraiment de te donner le minimum. S'il n'y a absolument pas d'autres personnes de ton entourage, le chômage, l'aide financière aux études, ton ex-violent qui ne peuvent pas te donner de l'argent. Puis, tu sais, l'objectif, c'est pas tant de te permettre de remplir tes besoins. Les agents, on dirait que c'est un rempart contre. Ils protègent le gouvernement. Ben oui, puis tu sais, c'est vraiment des blagues parce que aujourd'hui, là, alors qu'on se parle, c'est 2,9% du budget provincial qui est alloué à l'aide sociale. Si on compare ça avec d'autres budgets, mettons... Parce La qu'on dirait que des fois, on a... Non, mettons la police. Non, mais je veux dire, c'est quand même intéressant parce que c'est vrai qu'on a des fois des impressions que ces choses-là nous coûtent super cher puis qu'il faut couper. Mais effectivement, même si on coupait tout seul, on coupe toute l'aide sociale, on ferme tout, 2,9% du budget, ça changera pas grand-chose
dans l'absolu. Non. Puis, tu sais, au final, même si on le doublait, ce budget-là, mettons, pour permettre aux gens, justement, de vivre, ne serait-ce que dignement. Parce qu'encore une fois, on l'a tous vécu pendant la pandémie, la possibilité d'avoir une PCU de 2000 par mois. 2000 par mois, c'est pas genre saumon fumé, voyage à Cancun, le Chris. C'est genre, tu payes tes comptes puis il reste rien. En ce moment, l'aide ça sociale, ressemble à... c'est 845$, tu sais. Mais c'est pas ça, chier mais loin. ça, c'est fou. Tu sais, vivre sur 845$, c'est fondamentalement impossible. Même si tu manges des crackers, la plupart des logements sont plus que 845$ en ce moment. Puis t'es pas supposé avoir des colocs qui essaient de te marier. Tu sais, c'est comme... J'ai un chiffre quand même intéressant. L'Observatoire québécois des inégalités a fait une étude que ramener les prestations d'assistance sociale au niveau de la MPC représenterait environ 3 milliards de dollars supplémentaires par année. Ça devient difficile de soutenir que la question relève d'un manque de moyens. 3 milliards, là, on flambe ça des chèques à 500$ pour des gens qui font moins de 250 000 $ par année. Ça, c'était tellement terrible, cette mesure-là, tellement électoraliste, là, genre, tout le monde 500$. T'es comme, attends, pourquoi, là? Pourquoi? Jusqu'à 250 000, Phil. 250 000, c'est sûr, sur 500$, puis t'es comme, pourquoi, là? Quand il y a des montants uniques comme ça, là, qui sont distribués de manière électoraliste, là, tu sais, c'est pas très proportionnel aux revenus, mettons. 3 milliards, là, et ces gens-là pourraient couvrir leurs besoins de base. Mais juste de base, là, même pas comme une machine pour le diabète, là. T'sais. Ben non, effectivement. Puis si on veut un dernier chiffre, dans le fond, cette année, à Montréal, le seuil de faible revenu, qu'à l'OPDS, on appelle le seuil de pauvreté parce que c'est la réalité, c'est 30 526$ par année, OK, pour vivre à Montréal. Puis une personne à l'aide sociale survit avec le tiers de ça. Ouais. À chaque année. C'est le collectif pour un Québec sans pauvreté qui a sorti ça cette semaine. Ouais. C'est ça, la réalité. Puis, quand je parlais de carcéralité, c'est les enquêteurs, ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Maintenant, ils vont regarder, ils vont être comme, ben là, ton loyer est de 1000$. Comment tu fais pour survivre? Puis là, ils vont t'envoyer des documents te demandant des justificatifs. Puis là, il y a l'opération humiliante qui commence. La personne, elle vient à l'OPDS, on s'assoit avec elle, puis on écrit toute la liste des banques alimentaires où elle va pour survivre, pour expliquer à la personne comment que on the side, elle fait pas des petits revenus cachés. Faut comme que tu prouves et que tu justifies ta pauvreté à la fois. Non, en fait, c'est ta survie qu'il faut que tu justifies, pas ta pauvreté, parce que dans les faits, ils disent, nous, avec l'argent qu'on te donne, t'es supposé mourir. Ouais, pourquoi t'es en vie? T'es pas mort? Ouais. Comment ça, t'es encore debout un an plus tard? Ça, c'est spécial. Puis je pense que c'est difficile, effectivement, avec le bien-être social, parce qu'on le voit qu'à travers toutes les couches de la société, même les pauvres, il y a beaucoup de stigmatisation, puis effectivement, pas assez de solidarité. C'est comme si, je pense que des fois, on oublie de zoomer out puis de se demander qu'est-ce qu'on essaie de faire ici exactement. Parce que dans les faits, s'il y a des gens, peu importe qu'ils ne puissent pas, qu'ils ne soient pas capables ou qu'ils ne veulent pas, mettons, travailler. Peu importe. Là. Même, j'inclus là-dedans des gens qui veulent pas. Si on les aide pas, ces gens-là, on assume donc qu'ils vont mourir. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Puis on sait aussi que dans le parcours vers la mort, ça va aussi nous coûter une fortune. En d'autres services, en police, en ambulance, en hôpital. Ambulance, en hôpital, en soins de santé, en 12 000 affaires. Fait qu'il y a aussi même un calcul économique intéressant dans le fait de ne pas laisser des gens tomber jusque-là. Puis je trouve même pas que c'est important. Même si ça nous coûtait de l'argent, on devrait le faire quand même. Juste parce que, est-ce que c'est la société qu'on veut? Une société qui dit, écoute, si t'es pas prête à faire le fucking minimum que nous, on a décidé, c'est-à-dire travailler pour une compagnie puis te faire exploiter, ben tu mérites de mourir. C'est ça, là, au final, le calcul. C'est ça, le calcul. C'est 100% moral. Si c'était pas clair jusqu'à maintenant dans la conversation qu'on a eue, je veux juste vous dire que c'est un choix moral et c'est pas un choix économique, là. C'est un choix moral que la société fait, là. Dans le fond, c'est que, en fait, même si ça coûte plus cher au final, puis que ça fait encore plus chier, on veut pas que des gens ne travaillent pas de manière salariée dans le système capitaliste. C'est ça qui refuse le gouvernement. C'est exactement ça. C'est que c'est pas, dans le fond, l'idée, on veut abolir la pauvreté. On veut gérer la pauvreté d'une manière qui va tellement être décrissante que les gens ils vont se dire peut-être que je vais travailler pour pas mourir. Mais là, ce qui est fou, c'est qu'avec les salaires minimums actuels et le coût de la vie et tout, c'est pas vrai que si tu travailles, tu vas pas mourir de faim. Mais c'est ça qui est fou aussi! C'est ça, l'affaire! C'est que même travailler à temps plein, au salaire minimum, c'est d'être catapulté dans la pauvreté. Fait que c'est comme un échec. Le workfare, là, c'est un échec parce qu'ils disent on va tellement te donner un chèque d'aide sociale de merde que tu vas être comme si je travaille pas, je vais mourir. Mais là, peu importe ce que tu fais, tu vas mourir, puis ils te donnent quand même pas plus d'argent.
c'est là qu'on est. C'est quand même impressionnant, là. Vous n'êtes pas avec nous visuellement, mais Phil puis In qui se fâchent en même temps, c'est de toute beauté. Il y a 3 catégories de pauvres. Au niveau moral, pour l'aide sociale, là, t'as les mauvais pauvres. Ouais. Eux, techniquement, on leur donne le petit chèque, 845 pièces par mois. C'est eux qu'on va considérer qui n'ont pas de contraintes, qui sont pas malades, techniquement. C'est genre tes pas bras reconnu. fonctionnent, mettons, c'est ça l'idée. Ah, même, des fois, tes bras fonctionnent pas, mais ils disent que tu peux travailler. Il y a des jobs où t'as pas besoin de tes bras. Non, mais by the way. mettons, j'ai entendu des cas où cancer de la prostate, le monsieur est opéré, le cancer est parti, le chèque revient à 845. Bien sûr, t'es pas en stade 4-5 mourant, là. Puis même Ok. en stade 4-5, en tout cas, Ok. apparemment. OK. Alors ça, t'es un mauvais pauvre, ils considèrent. Ouais. Ensuite, si tu te bats, puis que des gens, mettons, à l'OPDS t'aident à l'obtenir, tu deviens bon pauvre. Un correct pauvre. Un correct pauvre, parce que tu as prouvé que tu étais malade, tu avais des contraintes de santé / à l'emploi qui t'empêchent de travailler pendant 12 mois et plus. Fait que là, tu as un chèque légèrement supérieur. Il te faut un médecin de famille pour ça. Pas de famille, mais Ok. de trouver un médecin quelque part qui va te recevoir. Et ça, c'est compliqué, là. Ça Comme on l'est d'ailleurs de s'entend, plus en plus, mais... oui, vraiment! Tu peux pas juste arriver en rendez-vous sans rendez-vous. En tout cas, ça, c'est tout qu'un autre enjeu pour essayer de aussi faire comprendre aux médecins qu'il faut signer ce papier-là, que ça va aider matériellement la personne. Ça, c'est tout un autre débat. Puis nous, on accompagne le monde avec ça. Puis si tu réussis donc à maintenir ce statut de correct pauvre-là pendant 5 ans et demi, là, tu t'es deviens un super correct pauvre. Le meilleur des pauvres, t'as quand même juste 1300 quelques piastres par mois. Puis aussi, c'est que t'as un chèque plein. Tu deviens un individu, puis ils vont plus te marier. Okay. Tu gagnes le droit d'être quelqu'un. Wow! Hein? Wow! Hey, c'est quand même long, là, le droit d'être quelqu'un. Mais, De mais pas t'sais, être un blob de couple qui fait des économies d'échelle. c'est tellement une démonstration depuis le début, depuis même la naissance de la loi, dans le fond, qu'on n'est jamais, puis on n'a jamais été perçus comme des citoyens par l'État. On est des travailleurs. Oui. Puis dans le fond, quand t'es quelqu'un qui, peu importe pour quelle raison, se retrouve ou veut se retrouver sur l'aide sociale, l'État te perçoit pas comme un citoyen qui a besoin d'aide, mais comme un travailleur qui, là, ne veut pas travailler. Puis dérange, puis l'idée, c'est le plus vite possible de te recrisser sur le marché du travail, s'il vous plaît, parce que là, nous autres, là, on est déjà écœurés de t'envoyer un chèque, puis on t'en a même pas envoyé un encore, puis il va être petit, ton crise de chèque, puis il va pas grossir, puis si tu veux qu'il grossisse, ben faut t'attendre 5 ans. Tu sais, c'est quand même... je pense qu'il y a ça qui est super important de comprendre dans ce système capitaliste. On est, pour eux, des travailleurs. Point final. On s'en crisse de ces circonstances. Puis tu sais, tu le mentionnes, pour être un super bon pauvre, il faut justement que tu aies des contraintes à l'emploi. J'ai ces termes-là en plus, est-ce que c'est débile? Déjà en partant, what the fuck is a contrainte à l'emploi? Chris, moi j'en ai une contrainte à l'emploi, ça me tente pas. Ça me tente pas d'aller travailler pour un vieux crétin qui vend des portes et fenêtres à Laval. M'en calisse de tes portes et fenêtres. Ça me tente pas d'installer des piscines. Ça me passionne pas, puis tu payes 14$. I don't give a shit. 100%. Mais je veux dire, eux autres, ils appellent ça de même des contraintes à l'emploi, puis même dans les faits, pour eux, c'est pas, ça te tente pas. C'est genre, il te manque un bras, t'as le cancer de la face, genre, t'es pas capable de vivre. Puis ça, tout le monde, relativement, là, sauf les pires personnes, s'entendent pour dire « Hey, si quelqu'un, mettons, a pas de bras, faudrait peut-être que, tu sais, on le laisse pas crever dans sa marde, mettons. Ça n'a pas de bon sens, c'est complètement immoral. » Non, il pourrait écraser du raisin avec ses pieds Non, mais pour la genre, c'est ça, SAQ. on est là, Carrefour Jeunesse Emploi, tu sais. Tu sais, à la limite, qu'eux autres nous voient de même, c'est correct. Je m'attends à rien de mieux d'eux, de l'État, je veux dire. Mais entre nous, là, entre citoyens, faut qu'on arrête de se faire ça. De regarder les autres comme toi, es-tu capable, tu devrais-tu en faire plus? Tu gagnes moins que moi, tu gagnes plus que moi. Stop! Genre, arrêtez ça. Tout le monde a le droit d'exister juste parce qu'ils sont là. C'est assez. T'as pas besoin de rien faire pour avoir le droit d'être ici, là. T'es ici, pis c'est Exister. Petite pause littéraire. Dans Travaux forcés, chemin détourné de l'aide sociale, Olivier Ducharme, il dit « Comme province canadienne, le Québec hérite de l'administration de l'assistance sociale et, malgré une façade social-démocrate, privilégie une approche qui s'inscrit dans la tradition libérale. Les faibles allocations, les mesures d'incitation à l'emploi et la présence du marché de travail comme référence font en sorte que le service d'aide sociale souscrit aux préceptes de la politique libérale de protection sociale, n'accordant qu'une aide minimale dictée par une éthique du travail. D'un côté, l'État consent à accorder un droit inconditionnel à l'aide sociale, puis là, on s'entend... Conditionnel. Tandis que de l'autre, il limite ce droit en versant de faibles prestations et en se référant constamment au marché du travail pour convenir des conditions de la protection allouée. Au fil des ans et des réformes, le droit inconditionnel, quoique toujours maintenu, il roule des yeux et moi aussi, s'affaiblira inexorablement au profit du marché du travail qui dictera de plus en plus, par l'entremise de programmes d'insertion à l'emploi, les directives du système d'aide sociale. C'est
entièrement capitaliste, même le fait que ça existe, c'est pour s'assurer que personne vit sa fucking best life, même si c'était le cas, mettons. Mhm. Ils veulent pas qu'on vive notre best life, là. Non. C'est pas l'objectif. L'objectif, là, c'est de donner des travailleurs, travailleuses aux industries. Puis quand là. je parle de best life, je parle même pas avec le chèque d'aide sociale, je parle de vivre de tes passions, même aller aux études. Hey, Si on j'ai de a- quoi à dire par rapport aux études. J'ai vraiment, personnellement, un grudge contre le workfare parce que moi non plus, j'aime pas travailler, mais on dirait que j'aime ma job quand même parce que j'ai l'impression que je peux aider. Fait que, honnêtement, je l'aurais fait bénévolement de toute façon dans un autre univers, dans un autre monde auquel je rêve parfois la nuit. Mais le workfare, c'est vraiment le centre du programme d'aide sociale. Je sais pas si vous avez entendu parler du programme Objectif Emploi. C'est pour les personnes qu'on appelle qui sont primo-demandeuses, donc qui font leur demande d'aide sociale pour la première fois. Souvent, c'est des personnes qui sont plus jeunes. Puis, c'est un programme que, quand tu fais ta demande pour la première fois, c'est obligatoire, OK? Genre, si tu te pointes pas en personne ou à ta rencontre téléphonique avec ton agent d'employabilité, il te coupe ton chèque, net frais de sec. C'est entré en vigueur en 2023 aussi, en même temps que le programme de revenu de base. C'était comme un plus pour un moins, mettons, là. Puis, comment ça marche? C'est que après cette rencontre-là, en employabilité, ils vont te classer selon comme ton profil social, selon si tu as besoin d'habileté sociale. Ils vont en fait te plugger avec un groupe communautaire qui en a déjà plein les bras pour faire un plan, dans le fond, vers le chemin de l'emploi. Probablement, c'est pour des skills sociaux. Je sais pas. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a approché pour que quelqu'un vienne à l'OPDS bénéficier de ça. Puis, ils te donnent genre 100$ semaine. N'avant de même. L'autre, c'est recherche active/intensive d'emploi. Puis, ils vont te plugger avec soit un agent d'employabilité chez eux, honnêtement, ils sont pas super bons, ou avec un groupe en employabilité qui est souvent un groupe communautaire, pour que tu apprennes à faire un CV, blablabla, blablabla. Sinon, l'autre affaire, c'est retour aux études. Mais attention, pas n'importe quelles études. Non, c'est sûr, tu peux pas aller en philo. Non, mais ils font les DEP. Ils financent les DEP. C'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, moi, j'étudie en philo, là, fait que... Pour vrai, ça peut rendre les gens meilleurs. Ça peut rendre les gens pédants, mais ça peut rendre les gens meilleurs, OK? Puis... ça dépend des besoins du marché. Ça, c'est une ancienne intervenante de l'OPDS qui m'avait dit, ils vont vraiment regarder les besoins du marché. À un moment donné, il y avait une dame qu'elle avait suivie qui était passionnée de pâtisserie. Puis elle voulait aller étudier en pâtisserie. En fait, on a besoin en cuisine, comme en ce moment. Fait que c'est ça que, tu sais, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, il y a Emploi. Fait qu'eux, ils l'avaient enligné vers ça. Puis il y a eu un boom de besoins en pâtisserie quelques années plus tard. Puis la madame était en tabarnak parce que c'est pas ça qu'elle avait étudié. Puis son programme Objectif l'emploi, il a servi à fuck all. Fait qu'elle était en esti, puis elle a eu beaucoup de pression pour continuer à recevoir son chèque de genre 110$ par mois pour aller aux études dans de quoi qui l'intéresse vraiment pas. Puis sinon, moi, j'avais eu une jeune qui voulait finir son secondaire, puis il avait fortement encouragé à pas faire ça. J'étais en tabarnak. Imagine. Écoutez, quand j'étais en études en horticulture, il y avait une mère monoparentale qui a commencé le cours d'horticulture en même temps que moi, la même cohorte, fucking smart. Elle avait genre 46 ans, 2 enfants, retour aux études, le max de pré-bourse et le chèque d'aide sociale. C'est comme un On truc... peut les jumeler tous les deux d'une Exact. certaine façon. Puis, à Mana, elle a manqué une semaine d'école parce que sa petite a eu genre la grippe, puis le plus vieux aussi d'une shot. L'école l'a stoulé. Parce que là, il faut que tu sois à l'école temps plein puis tu prouves que tu es à l'école. Ils sont malades mentaux, genre. Ouais. En plus, tu te fais surveiller par l'établissement où tu décides d'aller faire tes études. Puis le pire là-dedans, c'est que on a essayé, mais il n'y a pas de chiffres depuis 2023 qui nous prouvent que ça marche. Donc, tu sais, on connaît la CAQ, là, d'habitude, il y a ça, se baquer avec des études sérieuses pour faire quoi que ce soit, parce que, vu que c'est moral, ils s'en calissent. Mais là, il n'y a pas de chiffres comme quoi ça marche. Puis, roulement de tambour, avec la réforme de merde qui a été mise en place en 2024, avec le dernier plan de lutte à la pauvreté et l'exclusion, ils ont élargi le programme Objectif Emploi. Donc là, non seulement c'est obligatoire pour les personnes qui font leur demande pour la première fois, mais c'est facultatif et fortement encouragé pour toutes les personnes en l'aide sociale. Et pour financer ce programme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des allocations qui donnaient aux personnes de 58 ans et plus, et notamment aux mères monoparentales des enfants de moins de 5 ans. Dans le fond, avant, quand tu avais ce profil-là, on considérait que tu avais une contrainte temporaire à l'emploi. C'est un genre de
d'allocation qui t'est donné quand tu remplis un rapport médical, mettons, quand tu peux pas travailler pour moins de 12 mois, mais qui ont donné automatiquement à certains profils de personnes parce qu'on considérait que, ben, câlisse, t'es vieux, genre, personne va t'embaucher, ou comme, t'as les mains pleines avec tes enfants, on va au moins te donner un petit quelque chose, un petit 169$ par mois. Mais là, ils ont pris tout ça, puis ils l'ont calissé dans le programme facultatif de Objectif Emploi, puis c'est encore plus maintenant un programme de Workfare parce que ils ont vraiment mis beaucoup d'agents d'employabilité, ils ont embauché du monde pour ces programmes-là, puis ben, on le sait toujours pas plus si ça fonctionne ou pas, ces affaires-là. Fait que c'est ça. C'est Puis juste aussi- stressant. La vérité, là, c'est que si ça marchait, leur programme d'incitatif, ça fait longtemps que ça aurait marché. Il y a du monde qui aurait voulu essayer de travailler, mettons, là, si ça améliorait leurs conditions de vie, mais c'est pas le cas. Fait que ça fait juste pousser les gens à se sentir anxieux, pas bons, se stigmatiser eux-mêmes de l'intérieur, parce que on leur dit de réussir quelque chose qui est impossible, en boucle, jusqu'à l'infini. Mais ça dit tout, de toute façon, que l'incitatif à l'emploi, qui est aussi d'ailleurs un crise de terme à coller au vidange, là, ça passe pas par les employeurs avec des meilleurs salaires, des meilleures conditions, de l'éducation gratuite. Parce que je veux dire, même moi, j'haïs ça l'emploi, puis je trouve que ça n'a pas rapport, puis qu'on est capable d'organiser une société autrement. Mais mettons, dans ce monde-là, où c'est de même que ça marche, si vous voulez du monde qui travaille, ben donnez-leur des meilleurs salaires, donnez-leur l'éducation gratuite pour les faire ce qu'ils veulent. Tu veux devenir pâtissière, tu veux devenir whatever, tu peux le faire, puis tu as toujours les moyens de le faire. Puis donner aux gens des meilleures conditions de travail, où ils sont pas pognés pour faire 50 heures semaine, puis même pas y arriver. Fait que l'incitatif à l'emploi, pourquoi ça passe par le fait de menacer des gens pauvres en leur donnant des conditions encore pires que les conditions déjà pires que l'emploi au salaire minimum ou même l'emploi en général fournit? Puis c'est ça, dans le fond, qu'on appelle incitatif à l'emploi, c'est littéralement « nous allons te menacer de mort ». Ben oui, puis il faut pas oublier, on a un gouvernement de boss. On a toujours eu des gouvernements de boss. Ça, c'est important à garder en tête. On est gouverné par des riches qui ne comprennent pas nos conditions matérielles. Ben, qui genre. comprennent, Et en mais qui s'en fait, qui calissent. parfois, soit ils n'ont pas les mêmes intérêts de classe tout simplement, ou, mettons que je suis charitable, qui n'ont pas une vision globale et sociologique de la société, mettons. Je donne un exemple. On dit, pour les personnes sur le programme de solidarité sociale qui ont des contraintes sévères à l'emploi. Mais avec la nouvelle réforme, ça va être contraintes sévères de santé. C'est très important, la distinction. Dans le mouvement des personnes assistées sociales, les personnes handicapées ont lutté de vraiment haute lutte pour que ce soit à l'emploi. Pourquoi? Parce que c'est une vision, comme ce que Phil a dit il y a quelques secondes, que dans le fond, ils ont des contraintes par rapport au marché de l'emploi actuel. C'est-à-dire, il n'y en a pas d'accommodement parce qu'il y a du monde au pire qui pourrait essayer de travailler. Tu sais, moi, by the way, là, j'ai trouvé ma job à l'OPDS parce que j'ai fait affaire avec un organisme fucking nice qui m'a s'appelle mis en comment? contact avec... c'est l'Arrimage, en fait. OK. Puis ça m'a aidé à me trouver une job. Puis cette job-là, ça veut dire qu'il y a des modalités dans ma job au niveau du salaire, au niveau de la flexibilité, au niveau du temps, qui font que c'est accessible pour moi. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Mais là, dans le fond, ce qu'ils veulent, le ministère de la Solidarité sociale, c'est dire de santé. Ce que ça signifie, c'est que le fardeau de la situation est plus tant sur l'employeur, mais sur la personne. C'est pour ça qu'on a enlevé les allocations aux personnes, exemple, de 58 ans et plus, qu'on se dit qu'elles sont éloignées du milieu de l'emploi parce que c'est un rythme effréné, parce qu'ils vont pas embaucher des personnes qui sont plus âgées et éloignées du milieu de travail, nanana. Non. Ben, tu sais, elles sont vieilles maintenant, mais si elles n'ont pas de problème de santé, techniquement, il n'y a pas de barrière à ce qu'elles travaillent. Ben, on le voit, là, il y a des personnes de 90 ans qui cherchent des jobs ces temps-ci. Là. Mais tu On- vois-tu t'sais, c'est le débile. changement de mentalité, là? Le gouvernement vient nier que tout simplement des gens ne peuvent pas travailler à cause de la nature de ce qui est offert par le capitalisme aujourd'hui. Puis ça, c'est dangereux à long terme. Très dangereux. C'est terrible. Est-ce que un salaire universel réglerait un peu tous ces problèmes-là de stigmatisation super personnelle puis de catégorisation extrême, c'est-à-dire toi, t'es-tu un bon pauvre, t'es-tu... Est-ce que de votre côté, ça serait perçu comme on peut tout crisser ça à terre s'il y a soudainement un salaire universel où ce que tout le monde reçoit un salaire de base annuellement, mettons, peu importe comment c'est géré, là, c'est-à-dire il pourrait y avoir plein de modalités différentes, mettons, mais ça, c'est-tu vers ça qu'il faut se diriger? Oui,
Nous, en tout cas, à l'OPDS, puis moi, j'ai étudié en philosophie et sciences politiques, puis je m'étais intéressée à ça à l'époque. J'étais à l'Université Laval, puis il y avait un prof qui est devenu un ministre libéral qui donnait un cours en Sciences Po sur le revenu minimum garanti. Fait que même les libéraux, c'est des choses qu'ils ont envisagées, mais à l'OPDS, depuis 2000... on a une revendication qui est le revenu de citoyenneté. Citoyenneté au sens droit de cité traditionnel, t'existes et tu respires à un endroit dans le monde, t'es citoyen, tu sais. Ouais. Je veux pas qu'on récupère le terme de manière négative, mais à l'époque, c'était important pour les gens, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes monoparentales issues de l'immigration qui ont été dans le mouvement des personnes à cité sociale. Dans le fond, une des choses qui est importante pour les personnes à cité sociale, c'est de déstigmatiser les personnes à cité sociale et de décatégoriser tout ça. Il y a comme les travailleurs, les gens sur l'aide sociale, les jeunes. Oui, c'est qu'en fait, il y a des attentes sociales qui sont diverses et variées, qu'on va accoler sur plein de catégories de la population. Puis à la base, quand il y a eu la réflexion collective pour le revenu de citoyenneté, c'était que on veut abolir et simplifier tout ça. Dans le fond, c'est de ne pas surcatégoriser la société de ceux qui travaillent puis qui méritent de l'argent, puis ceux qui travaillent pas puis qui méritent rien pantoute. L'idée, c'est que tout le monde mérite la dignité, point barre. On a à côté, en fait, notre revendication, pas avec le revenu... pas avec la survie, mais avec la dignité. La vie, pour nous, on s'accote avec le revenu viable de l'IRIS, l'Institut de recherche... Inégalité sociale. Et d'information socio-économique. Et, dans le fond, ça inclut des choses importantes pour nous, comme, par exemple, la littérature, les sorties, les loisirs et les frais de garderie, parce que, avant, c'était un autre montant, mais là, on l'a bonifié parce que on trouve que ça n'a pas de bon sens, puis qu'on trouve que tout le monde mérite tout. That's it. Dans le fond... Des vrais fous. On est complètement des vrais fous. Des vraies folles, en fait, parce on est des vraies folles. Tout est au féminin à l'OPDS. On croit que, dans le fond, l'idée, c'est qu'on n'est pas responsable en tant qu'individu 100% de notre sort, qu'on vit dans un monde collectif, puis que ça fait des générations qu'on accumule des avoirs collectifs, qu'il y a des gens, dans les derniers siècles, qu'on appelle les capitalistes, qui sont appropriés notre avoir collectif, puis que nous, on revendique le droit de le recevoir de manière simple et égalitaire. Puis, tu sais, on en parle depuis tantôt, que c'est pas rien que le travail salarié qui est important puis valorisant dans la vie. Ça, c'est vrai. On fait crissement du travail important qui est invisibilisé, notamment celles qui ont fondé le mouvement des personnes à cité sociale. Souvent, c'est des femmes qui faisaient beaucoup de travail de care invisible, qui ont été les piliers de familles et de communautés, pas payés pendant des années, puis qu'elles voulaient crier au monde que c'était important ce qu'elles faisaient, puis qu'elles portaient la société québécoise entre leurs bras. On pense que, dans le fond, il y aurait une charge mentale énorme qui tomberait des épaules des gens. C'est de la torture psychologique, c'est ça que les gens nous disent quand ils viennent nous rencontrer. Ils sont dans des états d'anxiété qui brisent leur tête, leurs yeux, leurs dents, leurs mains, leurs pieds, leur âme. Ça n'a pas de sens ce qu'ils vivent, puis le fait d'avoir un revenu de citoyenneté, ça permettrait de enlever énormément de poids. Il y a plusieurs façons de voir le revenu minimum garanti. Il y a vraiment une gang aussi de libertariens puis de gens de droite qui parfois essaient de se réapproprier notre mesure. En mode genre ça, mais pas de service? Ben ça, puis pas de service, c'est que nous autres, ce qu'on revendique, c'est que, premièrement, ça prend des services publics. OK, ça, c'est la base de tout. Ensuite, ça prend un revenu de citoyenneté. Il y a des modèles là, qui ont été essayés un peu partout dans le monde, notamment en Ontario. Puis ça fonctionnait super bien jusqu'à temps qu'un des frères Ford, je me rappelle plus lequel, est arrivé au pouvoir puis l'a enlevé alors qu'il y avait des preuves que ça fonctionne. Visuelles. Genre des gens... C'est ça, c'est moral. En un an et demi, tu voyais leur santé mentale et physique en fait s'améliorer. Tu voyais qu'ils étaient plus en mesure de faire des choses qui les intéressaient, comme de l'art, comme du bénévolat. Ils devenaient des piliers en fait de leur communauté. Ils sortaient de l'isolement. Et ça a vraiment des bienfaits politiques, socio-économiques très grands, mais on peut pas le voir à plus grande échelle si on donne pas la chance à ce modèle-là de prendre de l'expansion. Puis, on veut pas cet argent-là, nous, mettons, le revenu de citoyenneté pour aller s'acheter des bébelles. Là. L'affaire, c'est que les gens de droite qui veulent se le réapproprier sont comme, ça va être utilisateur-payeur. On vous donnerait des chèques, puis là, vous iriez chercher les services privés que vous voudriez. Non. Ils veulent ramener la taxe d'eau, tabarnak. C'est ça qu'ils veulent faire. Ça, c'est les mêmes gens qui veulent fermer les ressources communautaires et donner des food coupons. Oui. Ça, c'est les mêmes personnes qui veulent, dans le fond, par l'argent gouvernemental,
continuer de financer les entreprises. Financer indirectement des entreprises milliardaires. Effectivement. Mais disons que tout ça, en fait, le régime de protection sociale au Québec par rapport à l'aide sociale, c'est pour soutenir le régime économique en place. Et pas juste le régime économique en place, mais malheureusement l'idéologie qui est en arrière. Parce que, tu sais, au niveau financier, là, on aurait les moyens de, en fait, se simplifier fiscalement la vie. Tu sais, la façon que nous, on revendique le revenu citoyenneté, c'est que si toi, tu veux travailler, mettons, là, moi, je continuerai à travailler à l'OPDS, j'adore ça, ben, c'est sûr, il y a des impôts, là, j'y paierais, là, c'est normal, là. Puis, ben, les gens qui travaillent pas, qui veulent pas travailler, là, qui veulent faire des peintures chez eux, ben, qu'ils le fassent. Puis, on serait capable de s'en sortir en tant que société parce que ben, il y en aurait assez d'argent, on irait le chercher là où il se trouve, et puis c'est juste qu'on le redistribuerait d'une manière qui nous permet de sortir du rythme effréné et obligatoire du capitalisme. Il y a un mythe, en fait, hyper tenace, comme quoi tout le monde arrêterait de travailler s'il y avait le revenu de citoyenneté. Savez-vous quoi? La première année, oui. OK? Plein de gens ont besoin de vacances. Ouais. On est fatigué. Ça ferait peut-être moins. Je remplace mon collègue qui est en burn-out. Là. J'irai dormir, moi aussi, une couple de mois. Mais il y a des gens qui aiment ça être oisifs, puis c'est bien. Puis il y a des gens qui aiment ça faire plein de petites affaires. Puis au bout de quelques temps, psychologiquement, plein de gens se remettraient à faire plein d'affaires. Absolument. C'est tout! Les gens veulent participer puis aider À la vie, communauté, 100%. puis servir à quelque chose. Et ça, puis- c'est notre Mais vous pensez certitude. pas que les gens font beaucoup de projections aussi? Mhm. On n'a pas confiance en nous puis en nos capacités. On pense à une société où on n'est pas obligé de travailler puis on se dit « Ah, mais là, moi, je serais peut-être pas capable de trouver ma place là-dedans. » Puis c'est pour ça qu'on projette sur d'autres cette même peur, cette même insécurité de « On serait tétanisé. » Fuck oui, t'as raison. On serait Au tétanisé début, pendant oui. 1 an. Je serais comme « Ah, mais nos loisirs pourraient devenir des emplois aussi. Nous, Bien on sûr. continuerait de faire notre propagande de gauche. » Puis Non, souvent, mais- d'ailleurs, les loisirs sont des choses dont on a besoin comme jardiner. Tu sais, Ouais. les gens font des besoins essentiels en mode pense que loisir. c'est- Tellement nos jobs sont pas rapport, puis qu'il y a tellement de bullshit jobs, de monde dans des bureaux qui poussent T'sais, des papiers, il y aurait et qui savent peut-être- pas pourquoi ils sont là. Il y aurait peut-être moins de fucking agents de stationnement. Puis s'il n'y a plus d'aide sociale, ben si j'ai pas de job, ben c'est pas grave, je m'en fous. J'en aurais une autre, puis je ferais du tricot chez nous, là. Les employeurs et les propriétaires devraient se parler parce que si ta job te paye pas assez pour payer ton loyer, ça devrait même pas te regarder toi, ça devrait regarder ton employeur versus ton propriétaire. C'est-à-dire que si le salaire minimum était lié à cette idée-là que tu peux pas dépenser plus, mettons que 25% de Ouais. tes revenus mensuels sur le loyer, ben si les deux étaient collés ensemble puis que le prix maximal des loyers était situé à l'équivalent de 25% de salaire minimum, ben ça ferait comme une chicane Ça de serait bourse plus qui décide, hey, c'est nous autres qui chargent moins cher ou c'est vous autres qui payez Ben plus? oui, parce que ben, c'est la même affaire dans tout. C'est que on surresponsabilise les individus par rapport à des trucs qui sont des nécessités sociales, genre vivre à quelque part, puis manger, tu sais. Fait que ça serait le rêve, là. Tu sais, mettons l'enquêteur, là, s'il voyait, on voit bien que ton chèque d'aide sociale, il paye pas ton loyer, en quoi est-ce que ça serait techniquement ton problème? Tu sais, tu peux rien, là. Il faudrait surtout pas que les pauvres se payent des beaux condos au centre-ville. Ils doivent vivre dans des taudis dans l'Est. Ouais. C'est horrible, En ça tout cas, aussi. si c'est tu genre- trouves à moins de 845, appelle-moi. Ouais, on en a besoin. Collectivement, on a tous le droit d'avoir un lieu agréable où vivre. On a Ça, c'est un beaucoup autre- descendu le standard de ce qu'on trouvait comme acceptable, tu sais, je Vraiment. trouve, là. C'est ça, c'est que maintenant, c'est un luxe de trouver ça beau, d'être bien. C'est considéré comme des luxes. Non, genre, la base, c'est juste survivre, Mhm. peut-être avoir froid un peu, puis tu sais, puis marcher 200 heures pour se rendre au Oh, mon travail. Dieu. Tu sais, c'est Ouais. tout ça, mais il y a comme un... Pourquoi les gens n'ont pas le droit juste d'être bien fondamentalement? Puis, j'irais même aussi dans la partie l'argent comptant, le fait qu'il y a une disparition de l'espace public de l'argent comptant, ça précarise énormément les personnes sur l'aide sociale qui faisaient des petits jobs, guillemets, au noir. Oui, mais ça, malheureusement, c'est genre super illégal, là. Mais juste, mettons, là, en ce moment, ils sont en train de fermer des bureaux de Service Québec. Tu sais, on parlait d'argent comptant, puis de contact avec les gens, puis de vie réelle avec du cash puis des humains, là. Là, ils sont en train de fermer des bureaux de Service Québec, puis il y a énormément de personnes qui sont en situation d'itinérance, notamment, qui, ça les met dans la merde, parce que eux autres, ils vont déposer leurs papiers direct au BSQ, Bureau de Service Québec. Puis dans l'Est, mettons, là, il y a un trou. Là, ils vont en fermer un autre en Utique. On vient de l'apprendre comme cette semaine ou la semaine passée. Puis, ben, quand les gens ils viennent à l'OPDS, on leur donne des billets d'autobus quand ils sont là. Mais sinon, c'est tellement de marche pour y aller.
Puis ils sont comme, ben, vous avez juste à vous ouvrir un portail. Mais c'est pas tout le monde qui Mais a excuse, accès. mais c'est pas tout le monde. C'est même les jeunes qui sont sur Ça l'aide vous sociale. rajoute On a la beaucoup job qui à savent vous. pas utiliser un ordinateur pour faire un portail, pour déposer des documents, pour tout ça. Puis des fois, tu vas au BSQ, puis ils te pointent la salle d'ordinateur, puis là, t'es comme... Non, il y a de moins en moins de staff sur place pour faire cette affaire-là. Le monde, ils sont désorientés. Puis en plus, maintenant, ils commencent à engager de la sécurité pour favoriser, qu'ils disent, la cohabitation sociale. Parce qu'il y a des personnes en situation d'itinérance qui n'ont pas d'adresse, qui viennent le premier chercher leur chèque de BS. Puis ils disent qu'ils perturbent les autres. Mais avez-vous remarqué que c'est depuis qu'il y a une baisse de services et d'agents sur place qu'il y a des pancartes non à l'agressivité? 100%. Avez-vous remarqué ça? Ouais, puis qu'on rajoute. Ça rend les gens agressifs d'attendre 45 minutes en ligne quand ils ont faim. Tu sais, depuis que la farine a monté à l'épicerie aussi, il y a des agents de sécurité, puis c'est comme, il n'y a pas de lien peut-être? Que, Il y en a dans c'est pas ça le problème? Les agents que tu parles, il y en a maintenant dans les bibliothèques aussi parce que les gens ont froid et faim, puis ils ont nulle part où aller, fait qu'ils vont à la fucking bibliothèque. Là, il y a un fucking goût. Chris, tu peux pas flâner à la bibliothèque, c'est la seule affaire à faire à la bibliothèque. On peut plus flâner au parc, on va dehors, la police tire les jeunes. Mais je vais vous dire pourquoi. Vu qu'on s'appauvrit, les gens à l'aide sociale, en fait, la vérité, c'est qu'ils se ramassent de plus en plus dans la rue. Moi, là, je fais de l'organisation communautaire, mais mes 2 premières années, je faisais de l'intervention, puis plein des gens qui venaient me voir, ils ont juste perdu leur logement, puis au début, il y avait une adresse, puis à la fin, il n'y en avait plus. Fin. Parce que les loyers ont trop augmenté, puis tout augmenté. Bref, c'est qu'avant, il y avait des clés, des centres locaux d'emploi. Ouais, il n'y a plus ça? Non. Ben dans le fond, non. Ça fait un bout que c'est les BSQ, Bureau de service Québec. Puis là, c'est qui va au BSQ? Tout le monde, là. C'est que tu peux y aller si tu veux un permis de chasse. Et là, c'est là où les personnes pauvres désorganisées qui sont en situation d'itinérance, entre guillemets, ils font peur aux autres, gentils, monsieur, madame, tout le monde. Et c'est là où ils ont collé de garde pour la cohabitation sociale. Savez-vous ce qu'ils ont essayé de faire? Dans le fond, une camarade du RAPSIM, qui est un groupe de défense des droits des personnes itinérantes à Montréal, dans le fond, elle a sorti une lettre qu'on a co-signée parce qu'on collabore sur ce dossier-là. Ils ont essayé, en fait, de nous faire avoir des boîtes postales, nous, les groupes à l'itinérance et à l'aide sociale, pour que les gens viennent chercher leur chèque le premier. Ils veulent parce pas qu'ils les voir. Ils disent que ça marche pas, que ça favorise pas la cohabitation sociale. Puis avant, il y avait des auberges du cœur puis des travailleurs de rue qui se pointaient le premier pour donner un coup de main parce qu'ils voyaient bien que ils étaient pas formés, les agents, pour ça. Puis là, c'est de la merde. Il y a des burn-out. On trouve ça rough dans le communautaire. Ouais. Fait que des fois, ça n'a pas marché. Puis dès que ça n'a pas marché pendant 2 mois dans une coupe de BSQ, ils sont mis à nous demander de faire ça. On a dit non, c'est un service public. Les gens doivent pouvoir aller au BSQ pour chercher leur chèque le premier. Tu sers tout le monde, tu t'organises. C'est ça le travail. Puis là, l'affaire, c'est que Chris, déjà, qui enferme une coupe, puis ils veulent même plus que des gens qui en ont besoin, qui se tapent des kilomètres. Puis on parle même pas des gens en région, là? Non, ça c'est tout un autre dossier. Fait que c'est vraiment un éloignement progressif de c'est qui, en fait, le type de population qui a besoin de cette Ils veulent rien aide-là. avoir à faire. Ils veulent rien avoir à faire, puis de plus en plus, les agents, ils ont vraiment pas un profil social. Juste cette idée-là de passer d'avoir un agent attitré versus pas. Il y a un peu de ça là-dedans, j'imagine. C'est que ces gens, on forme des gens à être pas trop humains, là, essayer de gérer puis de sortir ce monde-là. Ouais. Mais à force de parler aux mêmes gens tout le temps, Chris, il y en a qui devaient devenir humains malgré eux, de finir par s'attacher. Puis là, le gouvernement se rend compte de ça, puis fait hey, là, c'est un problème, là. Nos agents qu'on forme en 3 semaines là, pour dire aux gens non, mais là, ils finissent par comprendre leurs problèmes. Puis là, ils essayent de les aider. Nous autres, c'est pas ça qu'on veut. Non. Puis j'ai comme l'impression, puis là, peut-être, dis-moi si j'ai tort, que d'ici 5 ou 10 ans, puis peut-être même avant, on va se ramasser avec de l'AI qui va répondre aux gens. Ben, c'est déjà un peu le cas, hein. D'abord, tu sais, dans le désunir, il y a plusieurs affaires. Premièrement, il y a un truc vraiment poche de bris de confidentialité. Puis ça, c'est quelque chose qui se serait pas permis, je pense, de faire avec des gens qui sont pas sur le BS. C'est qu'avant, ils numérisaient ton dossier dans le bureau de Service Québec, OK? Puis ça prenait pas trop de temps, OK? Là, ils ont dit que pour gagner du temps, c'est des menteries, je vous le dis tout de suite, ils ont engagé une firme qui va numériser, en fait, pour les BSQ de manière centralisée toute la documentation que les gens vont porter en personne au Bureau de Service Québec. Premièrement, on n'est pas certain, en fait, que le contrat de confidentialité il est top shape. On l'a demandé, on n'a jamais eu accès, les groupes de défense de droits des personnes assistées Ça sociales. regarde bien.
Ensuite, c'est pas vrai qu'il y a des gains de productivité, entre guillemets, et ils continuent à perdre les documents des gens. Dans notre atelier d'autodéfense à l'aide sociale, on dit aux gens, quand vous allez au bureau de Service Québec, demandez de faire étamper avec la date la copie, puis garder l'original, parce que quand ils vont perdre votre document, parce que ça risque d'arriver, vous avez la preuve que c'est eux qui ont fuck up, puis pas vous. Hey, c'était de la merde, là. Il fallait que tu répètes tes démarches puis avoir comme 2 mois de trou esti pas d'argent parce que eux, ils ont mal numérisé puis ont perdu ton document. Ouais, mais aussi demande, là, ils mettent la charge, mettons, sur une personne âgée schizophrène, de s'assurer de demander sa copie aussi. C'est fou, c'est comme... parce qu'ils font pas leur job. Et d'autre part, maintenant, pour des fois les premières demandes, mais des fois pour aussi des recours puis d'autres trucs plus complexes, mais ce que je suis certaine, c'est surtout les premières demandes, c'est qu'il y a une partie du travail qui est faite avec l'AI. C'est-à-dire que d'autres groupes à l'aide sociale, nous autres, ça nous est pas encore arrivé, mais d'autres groupes à l'aide sociale qui nous ont dit que, mettons, une personne recevait 2 lettres contradictoires, des avis de décision. Une qui disait que tu avais une dette, puis l'autre qui disait que tu n'avais pas de dette. Puis quand tu regardais les horaires, tu voyais que ça n'avait pas de sens, que c'était une après l'autre, puis que comme ça se contredisait. Puis là, il fallait qu'on fasse un recours pour savoir c'est laquelle qui était la bonne, parce que la personne, elle était comme... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mindfuck. Ça crée une détresse tellement intense, là. Je sais pas comment vous expliquer, mais mettons, un des recours qu'on fait, c'est pas un recours officiel, mais on fait des demandes de pouvoir discrétionnaire à la ministre. Je dis bien discrétionnaire. C'est une gang de fonctionnaires une fois par mois au ministère de la Solidarité sociale qui se rassemblent, qui disent « Toi, t'es pas censé avoir de l'aide sociale. Genre, t'es une personne demandeuse d'asile. Peut-être qu'on va te donner de l'aide sociale sous telle condition. » Ou on va diminuer tes dettes ou les suspendre ou diminuer les intérêts parce que t'es dans la merde, blablabla. Faut que tu le prouves quand même. Puis imagine quelqu'un qui a une énorme dette sur la tête, puis que là, il reçoit une lettre un jour qui dit que t'as plus de dette. Il y a un sentiment de soulagement immense. Puis là, le lendemain, il reçoit une autre lettre qui dit « Ben non, t'as une autre dette, puis là, c'est un autre montant parce que l'AI a fucké. » Là, tu le sais plus, là. C'est parce qu'il faut que tu fasses tes démarches avec le groupe de fonctionnaires qui va décider de vie ou de mort sur toi. Je le fais-tu pas? C'est quoi, là, la vraie affaire? Pour vrai, les gens arrivent en larmes, puis ils savent plus quoi faire. Honnêtement, ils n'ont pas besoin de ça dans leur vie. Ils ont besoin d'un agent ou d'une agente empathique, stable, qui va leur donner les bonnes informations juridiques, que ça va être une seule chose puis pas l'autre, avec des justifications. Parce qu'être à l'aide sociale, honnêtement, c'est une job à temps plein qui vient avec une charge mentale et physique. C'est fou l'argent qu'on est prêt à dépenser pour terroriser les pauvres, quand même. C'est comme littéralement. Alors, les personnes demandeuses d'asile. C'est sûr que c'est un enjeu qui me tient à cœur parce que je suis une personne immigrante. On a vu l'acharnement récent de la CAQ, en fait, par rapport aux personnes demandeuses d'asile depuis plusieurs mois. Tu sais, il y en a eu vraiment beaucoup. Il y a eu déjà dans la réforme une coupe qui était censée remplacer les allocations que les personnes assistées sociales reçoivent pour les enfants, que les personnes demandeuses d'asile avaient aussi. Mais là, ils ont trouvé que c'était bon de couper là. Ils ont décidé aussi récemment de couper pour les services aux enfants handicapés. Ça, j'ai vu ça, ça m'a... Pas de mots. Ensuite, ce qui me fait un peu peur, c'est que en avril 2026, il va peut-être, je dis bien peut-être, y avoir un règlement qui va empêcher une partie des personnes demandeuses d'asile d'être acceptées à l'aide sociale. Pourtant, elles sont censées pouvoir toutes le faire aujourd'hui. Et c'est encore flou quelle forme ça va prendre, mais ça me met en crise parce que beaucoup de gens, en fait, qui viennent d'arriver, qui ne sont pas encore réfugiés acceptés, font une demande de pouvoir discrétionnaire à la ministre, c'est-à-dire, s'il vous plaît, Madame Chantal Rouleau, toi et tes fonctionnaires, donnez-moi de l'argent pendant que je fais mes démarches pour régulariser mon statut. Mon collègue Manu avait écrit un excellent article dans Le Devoir où est-ce qu'il dit « Personne choisit d'être à l'aide sociale », d'autant plus que pour une personne qui manie pas bien le français, perdue dans les méandres de la bureaucratie de l'immigration, se faire accepter à l'aide sociale relève souvent du chemin de croix. Là, ce qui vient de se passer, c'est que c'est une épée de Damoclès. Moi, je suis juriste, j'ai un DESS en droit social et du travail. J'ai regardé qu'est-ce qui risque de se passer. Dans le fond, le plan de lutte à la pauvreté, comment ils ont fait ça, c'est qu'au compte-gouttes, ils sortent des règlements.
en 2024 et 2029. Fait qu'une de mes tâches, c'est de rester à l'affût. Donc, en avril 2026, on va rester à l'affût parce qu'ils ont annoncé peut-être un règlement qui dit que certaines personnes demandeuses d'asile pourront plus être acceptées à l'aide sociale. Moi, ça me fait extrêmement peur. Je pense que c'est même un enjeu humanitaire, au sens où c'est de l'ordre de l'ONU. Dans les pays occidentaux, habituellement, il y a toujours un mini-filet de sécurité pour les personnes qui sont demandeuses d'asile, en attendant d'être réfugiés acceptés, puis après ça, de pouvoir être résident permanent puis citoyen. Fait que, je sais pas, je me tiens à l'affût, mais ça fait absolument partie de la lignée de tout ce qui s'est mis en branle depuis les derniers mois. Oui, on est généreux, oui, on est accueillant, mais à un moment donné, il y a une limite. Alors que la Cour suprême du Canada doit se prononcer vendredi sur l'accès des demandeurs d'asile aux services de garde subventionnés, Bernard Drainville est catégorique. Bien, moi, je pense qu'on devrait changer la loi, puis utiliser la clause dérogatoire pour faire en sorte qu'il n'ait plus accès aux services de garde subventionnés. Il demande également au gouvernement fédéral d'accélérer la délivrance des permis de travail et de restreindre l'accès aux droits d'asile. Le Canada, dans les faits, est devenu une espèce de passoire pour les demandeurs d'asile. Le gouvernement canadien a intérêt, je pense, à resserrer son système pour faire en sorte qu'on ne laisse pas entrer des faux demandeurs d'asile qui pourraient poser un risque de sécurité pour le pays. Ça me creep un peu parce que ça fit dans ce que je vous ai dit de « on va pitcher les pauvres les uns contre les autres dans la perspective de briser toute solidarité de classe qui est entre nous. » Je sais pas si vous avez vu dans les médias, dans le Journal de Montréal, que beaucoup de personnes, en fait, vont consulter. On essaye de faire croire aux personnes à cité sociale qui sont pas immigrantes que les personnes qui sont demandeuses d'asile prennent, en fait, les prestations, ce qui est 100% faux. Nous, ça nous fait peur par rapport à l'avenir puis au sentiment de mouvement, en fait, de solidarité qu'il faut qu'on construise. Puis à l'OPDS, c'est quelque chose qu'on a à cœur puis qu'on va garder à l'œil parce que, pour de vrai, ça ne peut pas passer, ça, en avril 2026. S'il y a quelque chose qui empêche n'importe quelle catégorie des personnes demandeuses d'asile d'avoir de l'aide sociale, je vous le dis, ça va brasser. On va aller dans les rues avec toi. Merci. Merci pour ton travail, c'est fou ce que tu fais. C'est fou de voir quand même en quelques années, là, en 10-15 ans, comment ils ont réussi, les médias, puis la classe politique, puis la classe bourgeoise, à vraiment mettre de l'avant cette affaire-là que tu mentionnes, c'est-à-dire les pauvres contre les pauvres. C'est juste de ça qu'on parle. Puis là, on est rendu là, à un sommet dans les dernières années avec, c'est ça. Là, on est rendu aux demandeurs d'asile, les gens qui ont littéralement le moins de pouvoir. Les gens qui arrivent nu-pieds, là, tabarnak. Puis aussi, il faut quand même se rappeler, parce que tu l'as comme mentionné, que l'ONU, puis dans les pays occidentaux, pis ça, mais c'est pas non plus de la grande charité qu'on fait. Je là. sais, c'est que des pignottes. Je veux dire, c'est nous qui va déstabiliser ces pays-là économiquement, militairement, puis qui crée aussi cette misère-là, les changements climatiques. Ouais. C'est tout nous, ça. Puis là, on fait la moindre des choses en recevant au compte-gouttes quelques personnes me disant « OK, ouais, vous pouvez venir ici là, parce que vous allez vous faire tuer chez vous. » Et on les renvoie ça, de toute façon. C'est pas moi qui le dis, by the way. Là, là, c'est moi qui le dis, mais je veux dire, c'est ça qu'a dit Mark Carney à Davos quand tout le monde applaudit ce grand fucking discours où ce qu'il nous dit ouvertement, ouais, cet ordre mondial-là là, qui nous servait relativement bien, là, soudainement, il nous sert plus tant que ça depuis que les États-Unis nous écœurent. Fait que peut-être il faudrait l'arrêter. Mais Chris, il l'avoue, il vous le dit. Fait qu'écoutez pas moi, écoutez le premier ministre du Canada qui vous avoue que c'est ça qu'on fait, nous, le Canada, avec les autres pays de l'Occident depuis des décennies. Avec nos économies, avec nos militaires, on déstabilise des pays au complet. Puis c'est ça la grande raison pour laquelle on se retrouve aussi avec des demandeurs d'asile. Fait après ça, de venir stigmatiser ces gens-là dans nos médias, puis que notre bourgeoisie fasse ça, c'est dégueulasse. Parce qu'après, c'est pas prendre, en fait, la responsabilité collective d'une injustice historique, coloniale. C'est ça, en fait, le point. Ce que je vous dis depuis tantôt, là, c'est comme une loupe, là, c'est comme un serpent qui se mord la queue. C'est, en fait, on a volé des ressources, on a fait chier d'autres populations ailleurs dans le monde, les plus pauvres ici, tout ça. On a renversé des régimes, des fois, pour mettre des popettes à la place. Le capitalisme fonctionne plus. Puis après, en fait, les dirigeants puis les riches, malheureusement, l'affaire, c'est qu'ils ne veulent pas prendre les responsabilités de ça et veulent, encore une fois, stigmatiser, surresponsabiliser les gens qui sont au plus bas dans la société, puis
ils veulent pas qu'on s'unisse non plus. Non, parce Ben, que by the way, malheureusement, on c'est va le ça faire. le chemin vers le fascisme aussi. 100%, ça commence de même. En chiant ces pauvres, puis en essayant de rediriger parce qu'ils n'en veulent pas, eux autres, d'un État socialiste, ils veulent pas de communisme, puis ils veulent certainement pas qu'on commence à questionner leurs privilèges, leur pouvoir, leur argent. Ils veulent même pas se faire taxer. Hey, se faire taxer, là, c'est la moins pire affaire qui peut leur arriver. En ce moment, ce qu'on a, c'est des riches qui se partent des fondations pour faire de l'évasion fiscale puis se taper ses épaules les uns C'est les fou autres. raide. Toutes mes cœurs, mais toi, là, t'es fucking nice. Merci. Ouais, merci pour ton J'essaie. travail, puis merci pour tout Merci ça. à tout l'organisme pour lequel tu travailles puis les autres. puis- Avant, quand j'étais dans d'autres mouvements, on était capable d'avoir des entrevues, on était capable de faire des conférences de presse. Aujourd'hui, là, 0 puis une barre, là, la chronique sociale, c'est mort. Fait que merci de créer cet espace-là pour nous parce Aide aux que... chroniques sociales. Merci beaucoup. C'est important de faire entendre la voix des personnes à cité sociale puis de celles qui s'impliquent à leur côté. Fait que continuez à faire ça. Merci. On s'en va bientôt, de toute façon. C'est sûr. Ouais.